Salut Alexandre, merci d'être à nouveau là pour venir parler de ton travail, une autre partie, parce que comme on le disait un petit peu avant là, on a parlé énormément la première fois, on pensait tout faire en fait en un bloc, et en fait on s'est dit bon, en fait on va faire 3 blocs de 2 heures à mon avis, pour pouvoir tout expliquer. Donc aujourd'hui on va plus se concentrer sur la partie animation, parce que tu as fait à la fois de l'animation en tant qu'animateur et aussi de la réalisation d'animation. Donc parler un petit peu de tous ces trucs-là, et je dirais peut-être que le but à la fin c'est que les gens qui regardent aient compris un peu plus le rôle de la réalisation dans le cadre de l'anime, et aussi que voilà, les gens aient envie d'animer à la fin, que soit ils foncent sur leur projet en se disant allez je suis trop chaud, je vais aller continuer, ou alors se mettre à faire des trucs. C'est un peu aussi l'objectif quoi. Ouais, tu me mets la pression du coup, parce que si c'est le résultat qu'il faut en sortir, non mais Je pense que ça va être relativement comment bah, dire, j'espère, vu, hein, vu ce j'espère. que tu vas montrer à mon avis, ça va éveiller un petit peu des choses quoi. Après tu mets pas de pression, hein, c'est vraiment raconte ton truc, il y a pas de problème, mais je pense qu'on se rend pas forcément compte à quel point ça peut être inspirant des fois pour les gens. On se dit c'est juste les trucs qu'on fait, et en fait finalement ça peut avoir un impact et tout, donc je Eh pense ben, que ça va j'espère, ça va être utile. j'espère. J'ai fait une petite sélection pour pouvoir montrer un peu les travaux de réalisation que j'ai fait l'an dernier et Mm. pouvoir aussi montrer des scènes d'anime, etc. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité une deuxième fois et j'espère effectivement que ça sera inspirant. On verra bien à la fin. Le premier projet que je vais pouvoir présenter, l'an dernier, en fait, en juin, j'ai été contacté par Sun Creature. Et Sun Creature, ils m'ont proposé de faire la réalisation d'un petit projet qui s'appelle Hypercharge. Et en fait, c'était pour Brawl Stars, du coup, le jeu Brawl Stars. Donc, je sais pas si je peux montrer toute la vidéo. La vidéo, elle fait 1 minute. Comme ça nous permettra après de la Ouais, décomposer. pourquoi pas, ouais. Du coup, je suis Et sur donc pour YouTube. préciser, Sun Creatures, c'est de ce que j'ai compris beaucoup de vidéos commerciales. Donc c'est Ouais, plus c'est ça. pour du jeu, ou alors pour même, je crois qu'il y a même eu pour des potentiellement des événements, des choses comme ça où ils font des petits spots animés. Exactement. Du coup, là, je suis sur le site de Sun Creature. Du coup, leur spécificité, c'est que de la 2D. C'est-à-dire qu'ils sont Mhm. vraiment spécialisés dans l'animation 2D. Donc, bien sûr, c'est fait en digital, etc. Mais il n'y a pas de 3D. Donc, la plupart de leurs projets ont vraiment des partis pris graphiques très différents parce qu'ils travaillent avec des réalisateurs différents, du coup. Ouais. Et c'est de la publicité. Ils travaillent beaucoup dans le jeu vidéo, effectivement, dans la publicité, mais il y a aussi des séries. Donc, ils ont fait des séries pour Netflix, etc. Et eux, ils avaient été rendus un peu assez connus avec Travel Obregon. Du coup, voilà, ils avaient fait ce projet qui était un peu dans le style, dans la vibe Ghibli. C'est aussi ce qui Mhm. avait plu. Et dans les commentaires YouTube, on retrouvait beaucoup la vibe Ghibli que les gens apprécient. Et du coup, moi, ils m'ont contacté parce que mon Instagram est aussi un petit peu dans cette vibe Ghibli. Et, euh, et c'était super sympa de leur part parce que quand j'ai fait le meeting avec eux, ils ont vu que j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup d'expérience en tant que réalisateur. Et ils m'ont dit, bon, bah, on va te faire confiance sur ce projet pour voir comment ça va se passer. Et du coup, le Mhm. projet sur lequel j'ai travaillé, donc, c'était pour Brawl Stars, du coup, qui est un jeu vidéo qui se joue sur téléphone et qui est super populaire. On peut voir Brawl Stars, il y a 14,3 millions d'abonnés. Et en gros, la vidéo qu'ils souhaitaient faire, c'était pour une grosse mise à jour du jeu. Donc, j'en reparlerai plus précisément après. Mais en gros, c'était une vidéo Ok. super importante et ils ont mis l'accent sur le fait qu'ils souhaitaient que ça soit épique, cinématique et en fait, qui crée un petit peu d'attente chez les joueurs. J'arrête pas de mettre des pouces, mais je sais pas comment je fais. Tu vois, Il, ça met des il pouces rajoute à de chaque ces fois. trucs dans Zoom, je sais pas trop pourquoi, Ouais. mais Attends, peut-être si je fais ça, en fait, ça met le pouce. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est mes mains qui sont ah putain, ça reconnues. détecte. Ah, je suis Oh. désolé parce qu'en plus je parle à fond avec mes mains, donc ça va mettre des pouces toutes les 2 secondes. Not everyone will make it in this show. The odds will be stacked against you. You'll be pushed to the limit. But let me tell you something. I have no limit! I'm charging up to the max. And then... charging up even more!
les trailers, etc. Comme ça, je pense que ça se rapproche peut-être un peu des clips vidéo pour la musique, dans le sens où juste tu peux raconter plein de trucs en très peu de temps, donc tu peux te permettre de mettre un peu des plans, un peu d'endroits différents, de choses comme ça, tu vois, où tu condenses Ouais, un ça peut univers être. en pas beaucoup de temps. Après, là, c'est un peu différent parce que l'univers existe, il y a déjà eu d'autres trucs avant, et puis il y a le jeu et tout ça. Donc j'imagine que vous avez aussi un lore qui est déjà un peu tout prêt, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est aussi difficile, c'est qu'il y a des codes qu'il faut vraiment respecter et Mm. conserver ces codes. Et en même temps, il faut mettre au bout du jour. On va en parler après, notamment des personnages. Tu vois, là, les personnages, on a refait les caractères design, donc il faut que ça ressemble au caractère design du jeu. Mais il y a vraiment une évolution pour que ça soit un peu plus cinématique, un tout petit peu plus réaliste, parce que les caractères du jeu sont très stylisés. On Ouais. dirait des petits jouets, quoi. Et donc ça, il faut vraiment mettre à jour. Du coup, Et c'est assez aussi, le cool parce jeu, que si je me trompe pas, c'est un jeu où les persos sont en 3D, non? Dans le jeu voilà, c'est lui-même. ça. Donc il y a ce C'est côté ça. adaptation C'est aussi. aussi ce qui est rigolo, c'est que ils font. Je trouve que Brawl Stars, c'est assez cool ce qu'ils font parce ils font beaucoup de trailers. Ils font des trailers en 2D dans des styles vraiment complètement différents. Il y en a certains qui sont faits en pixel art, il y en a d'autres qui sont faits en 3D avec beaucoup d'FX. Et ils prennent le risque d'avoir des parties pris artistiques vraiment très différents. Et ça, Ouais. c'est super chouette en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont pas prendre forcément ce risque, qui essayent de garder une uniformité. Et eux, justement, ils sont dans cette recherche artistique qui est vraiment, vraiment super chouette. Alors, je pourrais peut-être, enfin, je conseille vraiment les gens d'aller voir sur la chaîne Brawl Stars parce qu'il y a Mm. beaucoup de vidéos avec des trailers dans des styles très différents. Et il y a Euh, aussi beaucoup de gens sur Instagram qui partagent des plans qui ont été faits dans différents studios, etc. Enfin, je vois souvent passer des refs et tout ça ouais, c'est dans ça. ces teasers-là. Et ça, c'est super cool. Par exemple, là, on a un style qui est vraiment plus en mode comique. Et puis après, si on revient et qu'on va toujours dans l'animation, il y a des styles où c'est justement en noir et blanc. Il y en a certains qui sont en 3D. Donc c'est vraiment super cool, quoi. Mhm. C'est hyper intéressant toutes les vidéos qu'ils ont faites. Et du coup, Et pour donc, en revenir au petit trailer, où j'ai préparé un petit dossier. Donc, Sun Creature, ils m'ont contacté. Donc, eux, ils avaient été contactés par Brawl Stars, justement, et ils souhaitaient faire ce petit trailer. Donc, l'idée, c'était une mise à jour. Il fallait présenter un nouveau personnage, enfin, teaser un nouveau personnage. On le voit à la fin, là, c'est l'œil. mhm. Et en gros, ils voulaient quelque chose qui soit vraiment cinématique et épique. Quelque chose où ça crée de l'attente et de l'attention chez les personnes. Donc ça a été vraiment le briefing initial. Du coup, comment ça s'est passé? Nous, on a été, donc moi j'étais avec Sun Creature, on était avec l'équipe qui gère le trailer de Brawl Stars, et en gros, ils nous ont pitché ce qu'ils voulaient. Donc on a noté les points importants. Donc moi j'étais accompagné des producteurs, head of production et producteurs sur le projet. Et en gros, à partir de ça, on fait une liste avec des mots-clés. Donc, épique, il faut teaser, il faut que ça soit excitant. Et à partir de ça, en gros, moi, j'ai commencé à travailler sur une animatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalisation, c'est très différent d'un projet à l'autre. Ça Ouais. veut dire que là, moi, je travaille pour Sun Creature, pour un autre client. Donc, ça veut dire que je dois entre guillemets, plaire à Sun Creature, c'est-à-dire rester un petit peu dans la direction artistique de ce qu'ils font, et en même temps plaire aux clients qui nous demandent de faire le trailer. Donc, ça veut dire que moi, en fait, j'ai deux clients auxquels il faut que je réponde. Mhm. Parce En que tant si que réalisateur. la relation entre Sun Creature et Brawl Stars va aussi dépendre du clip, donc ils ont aussi ce truc-là de, il y a, comme tu dis, une sorte de cadre dans lequel évoluer. C'est Et ça. comment ça marche là est-ce que c'est, bah voilà, vous devez faire quelque chose qui dure 1 minute maximum ou des choses comme ça, et combien de temps il y a pour le faire? Ensuite, est-ce que toi, tu participes au fait de disperser un peu les rôles et de dire de combien de gens on a besoin, etc. Alors, effectivement, c'est un bon point. Donc, d'abord, malheureusement, je peux pas le montrer. On a eu des documents qui nous ont été donnés par Brawl Stars, des documents de briefing où ils nous disent, voilà, on veut pas que ce soit plus d'une minute. On veut que pour les exports, il y ait un export YouTube, un export TikTok, un export Instagram. Donc les pensées Ensuite, en format différent aussi, j'imagine. voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Donc, ça veut dire qu'à la fin, c'est pas juste une vidéo qu'on leur livre, il y a plein de choses qu'il faut qu'on leur livre. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Surtout que l'export YouTube ne va pas être le même export que TikTok. TikTok, nous, il faut qu'on exporte une vidéo verticale.
Donc, ça veut dire que moi, quand je vais faire la mise en scène, il faut que je prenne en compte que tout doit être à peu près au milieu pour qu'à la fin, on puisse enlever les barres latérales. Donc, ça fait partie vraiment de la réalisation. Donc, tu vois, par exemple, là, mon image vidéo est assez intéressante parce que c'est vraiment ça. Ça veut dire que j'ai ma vidéo YouTube et sur l'export TikTok, il faudra vraiment que j'enlève ces deux parties sur le côté. Donc, il faut vraiment que je garde les informations à peu près centrées, quoi. Puis t'as littéralement les barres en plus là. Ouais, voilà, c'est ça. Il faudra que je trace d'autres lignes pour faire les tiers et tout, là. Et en gros, si j'ouvre du coup ce petit document, donc ça, c'est un document que j'ai eu à faire à la fin. Ça veut dire que Sun Creature, quand on finit un projet, il faut présenter le projet à toutes les équipes de Sun Creature, parce que Sun Creature travaille sur plusieurs projets. Et en gros, on présente un petit peu le projet à tout le monde. Donc ça, c'est assez cool. Au niveau de la question que tu m'as posée, ça veut dire que donc moi, en tant que réalisateur, il me propose si je veux une équipe pour faire le storyboard et l'animatique ou si je veux le faire moi. Eux, ils préfèrent souvent que le réalisateur fasse lui-même le storyboard et l'animatique. Comme ça fait moins d'intermédiaire. Parce que, en gros, s'il y a une équipe de storyboard, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a qu'une minute à faire, on a 1 mois et demi pour le faire. Donc, c'est vraiment très, très court. Ouais. S'il y a une équipe de storyboard, je relance des feux d'artifice avec mes mains. Je sais pas si ça peut se désactiver ce truc-là, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est cool, tu vois, ça donne un petit côté épique, tu vois, c'est vraiment super sérieux. Pour revenir au bout du storyboard, en gros, c'est plus simple quand le réalisateur fait le storyboard et l'animatique, parce que vu qu'il faut gérer ça avec Sun Creature et les clients, ça fait moins d'intermédiaires. Et aussi, il faut aller super rapidement. Parce que Donc, là, en si gros, t'as 1 mois pour faire 1 minute, bah toi, forcément, tu dois te dire, ok, l'animatique, il faut X jours et puis basta, quoi. ça, c'est ça. Et en fait, pour répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure, ça, c'est la production qui le gère. C'est-à-dire Ok. que les producteurs, eux, ils ont l'expérience des autres projets qu'il y avait avant. Et en gros, donc là, c'était Tony Andrews qui faisait la production. Elle me dit, bah voilà, nous, on a 3 semaines pour valider l'animatique. À partir de cette animatique, on va définir combien on va avoir d'animateurs, combien de personnes pour les décors, combien de personnes pour les effets spéciaux, etc. Donc ça, c'est la team qui a eu à la fin pour le projet de 1 minute. Donc on peut voir, il y a des postes de supervision pour l'animation, les décors, etc. Et ensuite, on a des personnes qui ont fait l'animation. Donc on a 4 personnes qui ont fait l'animation. Il y a eu 2 personnes pour les décors, 2 personnes pour les effets. Ensuite, assist anime, c'est toutes les personnes qui vont cleaner l'animation. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 personnes et qui vont faire les ombres aussi. Et ensuite, on a 2 personnes pour le compositing et 1 personne pour le sound design. La première chose que je fais, donc, je récupère toutes ces informations. Je sais que ça fait 1 minute. Ils m'ont dit, voilà, on veut tel personnage, tel personnage, tel personnage. On veut que ça soit épique, cinématique, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir de ça, la première chose que je vais faire, parce que eux, ils me demandent une animatique. Donc, ça veut dire qu'il y a parfois, tu as des clients qui te demandent un storyboard. Donc, c'est vraiment sur papier où tu fais des cases. Et ensuite, on le met en animatique. L'animatique, il faut déjà que ça bouge. Il faut déjà qu'il y ait du timing. Il faut déjà qu'il y ait de l'action. Et là, vu que c'est un thriller d'action, c'est compliqué à faire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais montrer, c'est que je vais faire ça. C'est des thumbnails. Donc, c'est comme en animation. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu ça. Avant d'attaquer une animation en 2D, souvent, on fait des petits gribouillis, ce qu'on appelle des thumbnails. Donc, c'est par rapport au pouce, parce que c'est un tout petit dessin. Et on le montre au superviseur d'animation et ensuite, on attaque son animation. Bah là, en gros, c'est exactement la même chose que j'ai fait pour le storyboard. Je me suis pris une page, j'ai fait des gribouillis, donc on peut voir que c'est vraiment c'est cheap, quoi. Mais en gros, moi, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble des 1 minute. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas montrer. Ensuite, je vais attaquer une animatique. Donc, ça, par exemple, je vais peut-être pas la montrer en entière, mais ça va donner une idée. Donc ça, c'est la première animatique que j'ai faite. Et puis aussi, par rapport aux animatiques, bah là, on voit que c'est un animatique qui est particulièrement animé déjà, en fait. Donc, il y a Voilà, c'est ça. quasiment, bon, peut-être que ça peut pas aller jusque-là non plus, mais c'est presque des poses de layout en quelque sorte. Exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui varie en fonction des clients. Ça veut dire qu'il y a des clients qui connaissent vraiment déjà bien l'animation et qui disent, tu peux faire des bonhommes patates. Et ça nous convient très bien. Ça nous permettra de définir le projet et ce qu'on en souhaite. Là, moi, vu que j'avais jamais travaillé ni avec Sun Creature ni avec Brawl Stars, j'ai fait une première animatique qui était déjà vraiment poussée. Et en gros, à partir de ça, ils m'ont dit,
c'est peut-être un peu trop poussé. Ça nous dérange pas si tu reviens vers quelque chose de plus rough et qu'on continue de chercher pour l'animatique à l'améliorer en fait. Oui. Donc à partir de cette première version, moi j'ai eu des retours. Ils m'ont dit bah ça on aime bien, mais ça on voudrait quelque chose d'un peu différent pour cette partie-là. Donc j'en ai refait une deuxième qui est vraiment très différente, où là cette fois-ci c'était un peu plus en mode rigolo, donc avec des mouvements de caméra. Donc aussi ce qui est intéressant c'est que donc là on voit que le style est beaucoup plus rough, parce qu'ils ont dit que c'était pas un problème pour eux. C'est toujours animé parce qu'il faut qu'on ait une sensation de rythme, et aussi il y a de la musique temporaire avec des sound effects. Ça permet d'avoir une vision un peu d'ensemble du projet. Et c'est vrai que là, ben, finalement, ce qui est particulier, enfin, je trouve, c'est que tu fais plusieurs versions d'animatique, alors que normalement, tu aurais peut-être plusieurs versions de board, qui ensuite, il y en a une qui est validée, et ensuite, ça part en animatique. C'est ça. Mais eux, ils voulaient vraiment travailler avec une animatique. Hmm. Et en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant chaque animatique, moi, je l'envoyais à Sun Creature, j'avais des retours de Sun Creature, je faisais ces retours, et ensuite, on l'envoyait aux équipes de Brawl Stars. Et donc, toi, pour faire ça, t'as les thumbnails que tu fais, etc. J'imagine que tu as un peu des infos sur, voilà, il faut que tel perso apparaisse, des choses comme ça. C'est ça, Ensuite, donc c'était dans le pour le design. briefing initial, tu sais, où je t'ai dit, il fallait que ça soit épique, faut que ça fasse 1 minute, on aimerait que tel personnage apparaisse. Mhm. Et aussi, au fur et à mesure, ils m'ont dit, bah voilà, on aimerait bien des titres, parce que chaque personnage, en gros, va avoir une amélioration. Donc, il y en a un qui va être plus beau, l'autre qui va être plus fort, etc. Du coup, ils m'ont dit, bah essaye de mettre Get Stronger, Get Prettier. Donc, ça faisait partie des retours que j'avais au fur et à mesure. Donc, à partir de cette animatique, tu vois, par exemple, on faisait un meeting avec Sun Creature et l'équipe de Hypercharge, et ils me disaient, bah, ça on aime bien, ça on n'aime pas trop, on aimerait bien que tu testes tout ça. Et en gros, moi, je prenais tous ces retours et je refaisais une nouvelle animatique. Du coup, je pense pas toutes les montrer, mais en gros, je peux montrer du coup la dernière animatique que j'ai faite. Et ça, tu te souviens combien c'était de temps, justement, à faire ça pour arriver à cette version-là? Du coup, en gros, on avait 3 semaines pour valider l'animatique. Donc, ce qui est beaucoup. Moi, je me suis dit, wow, c'est quand même beaucoup. Il faudrait qu'en une semaine et demie, on ait approuvé l'animatique. Est-ce que c'est 3 semaines dans le truc total ou parce que En le truc gros, total, il c'est fait un mois, quoi. ouais, ça se chevauchait. Ça veut dire Ok. qu'il y avait 1 semaine, et à partir de 1 semaine, on commençait à voir les designers qui arrivaient sur le projet. Ok. Donc, ça veut dire que moi, ça a été très compliqué parce que je devais faire l'animatique, et au bout d'1 semaine, j'ai commencé à avoir les équipes qu'il fallait que je briefe, que je leur donne les directions. Parce qu'en fait, j'étais réalisateur, mais j'étais aussi directeur artistique sur le projet. Hmm. J'ai eu quelqu'un qui est venu m'aider en direction artistique pour les décors sur le projet, mais qui arrivait un peu plus tard. Mais en gros, je faisais les deux. Et ce qui a été assez compliqué, c'est que donc moi, j'envoyais une version de l'animatique tous les 2 jours. Et Ok. il leur fallait un jour pour nous faire des retours. Donc ça, c'est la version finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version finale, après, on a fait plusieurs itérations de cette version finale où on changeait les plans, on changeait le rythme des plans. Mhm. Et aussi, à la fin, ils ont dit, bah, on aimerait bien qu'il y ait une voix off dessus. Donc moi, j'ai enregistré une voix off, ça nous permettait d'avoir une maquette. Et j'ai composé aussi une musique, parce qu'en gros, ils voulaient que les plans soient cutés sur la musique. Donc ça, c'est Ouais. hyper compliqué. Et tu vois, en gros, donc moi j'étais là, waouh, ça c'est un petit challenge. Du coup, j'ai composé une musique, j'ai fait mon montage dessus, et en gros, ça me permettait, après, il me faisait des retours, je modifiais la musique, je modifiais le montage, je modifiais l'animatique. Et donc, En ça a sachant été que ça, c'est déjà vraiment assez particulier super. que tu fasses vraiment Ouais, tout, quoi. ouais, c'était assez particulier. Après, moi, je sais que je trouve ça hyper satisfaisant. Mhm. C'est hyper cool parce que tu mets un peu la main à tout, c'est vraiment sympa. Ça en devient presque un projet perso de faire C'est cette ça, ouais. animatique-là, finalement. C'est ça. Du coup, ça, c'est l'animatique qui a été approuvée. Donc, on peut voir que on a déjà tous les plans. C'est très rough, mais on a des pauses clés. On a déjà les timings. On a la voix off, une voix off temporaire, et on a la musique. À partir de ça, en gros, il y a la caractère designer qui est arrivé sur le projet et qui a commencé à refaire les designs des personnages. Mhm. Donc ça, en gros, on a fait des turnarounds. Ce qui est intéressant avec ces turnarounds, je vais montrer les personnages sur Internet pour qu'on puisse voir la différence. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont un petit peu plus réalistes.
Sur ces turnarounds, on a déjà l'épaisseur de la ligne qu'on va avoir pour le projet final. On a les couleurs locales. Pardon, je renvoie un feu d'artifice. Bon, j'arrête. Et on a aussi où est-ce qu'on va avoir des spéculaires, etc. Donc ça, en fait, ces turnarounds sont vraiment des outils de production qu'on va pouvoir utiliser à tous les niveaux. Ça veut dire que l'animateur va pouvoir l'utiliser, récupérer juste la ligne pour pouvoir l'utiliser quand il va faire son animation. Ceux qui vont faire le clean, ils vont pouvoir avoir l'épaisseur de la ligne. Là, on peut voir qu'on a une ligne qui est continue, donc il n'y a pas d'empattement sur cette ligne. Donc ça aussi, c'est utile à savoir. Et ceux qui vont faire les shadows aussi, ils peuvent savoir la définition de l'ombre. Donc on peut voir que les personnages n'ont pas d'ombre au niveau des yeux, du nez, de la bouche, ils en ont mis que sur le côté. Et ça d'ailleurs, c'est un choix aussi de direction artistique parce que dans plein d'animations, il n'y a pas d'ombre parce que ça rajoute trop de charge. Ça rajoute beaucoup de charge, mais moi je voulais qu'on en ait parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils voulaient qu'on ait quelque chose d'épique. Et en gros, d'épique, souvent, on a des lumières qui sont tamisées, on a quand même du contraste, et pour ça, il faut quand même qu'il y ait de l'ombre. Il y a bien sûr des projets qui sont capables de faire des choses épiques sans ombre, mais là, moi, je pensais que c'était un élément qui était important à avoir. Donc là, par exemple, on a le personnage qui s'appelait Bibi, et donc on peut voir, donc on a gardé vraiment l'âme du personnage, mais le personnage est un petit peu plus grand, le design est un petit peu différent. Mais en gros, voilà, on s'est vraiment inspiré du personnage en 3D et on l'a juste mis un petit peu au goût du jour. Comme ça, l'audience continue de reconnaître le personnage, mais il y a une petite update. Celui où je pense que c'est un petit peu plus important, c'est pour le personnage qui s'appelle Bull. Je vais le mettre directement ici. Voilà, ce personnage-là, on peut voir qu'il est très court sur pattes, il est assez chunky, donc c'est un petit jouet. Et au niveau du turnaround, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus costaud, il y a des proportions qui sont un petit peu plus réalistes. Donc voilà, ça faisait partie des choses où il fallait qu'on trouve un juste équilibre. Donc ça, ce sont les documents qui ont été validés après par les équipes de Brawl Stars, et du coup, nous, on a pu les utiliser. Par la suite, on a fait des color scripts. Donc ça, je me suis occupé du color script parce que j'avais une idée très spécifique en tête. Donc à partir de la première animatique, j'ai fait un premier color script. Bien sûr, l'animatique a changé. Du coup, on en a fait un autre. Donc ça, c'est un des color scripts finaux qui a été validé par Brawl Stars. En gros, ce qu'ils souhaitaient, c'est que les personnages soient au plus bas. Donc, on voit le personnage au début, il casse le mur, il tombe au sol. Tous les personnages, en fait, sont faibles. Et en gros, ils vont être hyper charge. Donc, ils vont s'entraîner durement pour devenir beaucoup plus forts. Et la phase d'entraînement, elle était symbolisée par du noir et blanc avec une rimlight rouge. Ça a un peu évolué. Par la suite, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus sépia. Donc, c'est comme si on avait le présent où les personnages étaient faibles. On revenait dans le passé où ils s'entraînaient, etc. Donc, cette partie-là était en sépia. Et le moment où ils sont beaucoup plus forts et qui sont hyper charge, tout était en violet ou en rouge. Donc, voilà, on avait ce code couleur bleu, sépia et rouge. Bleu, le présent où ils sont faibles. Sépia, le passé. Et rouge, violet, le futur où ils sont beaucoup plus costauds. Ensuite, on a aussi fait des designs de props, des designs de titres à la fin. Donc ça, par exemple, ce sont les props. Comme ça, on a les couleurs locales. Les animateurs, ils savent à quoi va ressembler toutes les props. Donc à chaque Juste pour fois, préciser, ce qu'on appelle les couleurs locales, c'est les couleurs de l'objet de base et ensuite on va le mettre dans différentes ambiances, donc il va changer de couleur, quoi. Voilà, et pareil, je dis les props, mais en gros, les props, ce sont tous les objets qui vont être utilisés par les personnages. Dans le cas présent, parce que des props, ça peut être aussi des objets du décor. Mais là, c'était tous les objets qui vont être animés, qui sont en contact avec les personnages. Donc, on peut voir, l'artiste prenait le panel de storyboard, donc l'image tirée de l'animatique et du storyboard, et il faisait le design à côté, avec la couleur et l'ombre. Donc, on a fait à peu près, on a fait tous les éléments, en fait, du projet. Et tout ça, après, c'est validé par Sun Creature et ensuite, c'est envoyé aux équipes de Brawl Stars qui valident. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils étaient vraiment extrêmement picky parce que, par exemple, ces objets-là sont utilisés dans le jeu. Du coup, il fallait vraiment qu'ils soient reconnaissables. Donc, on avait certaines notes où ils nous disaient, bah voilà, ça, il faut que ça soit comme ça. Par exemple, sur ce marteau, ils nous disaient, bah voilà, on veut vraiment qu'il y ait 3 triangles. On n'en avait mis que 2. Donc ça faisait partie des notes qu'on recevait. On a même fait des assiettes. Donc, il y avait un petit peu tout. Par exemple, ça, on avait fait le sac de boxe qu'on voit à un moment.
Ils nous disaient, bah voilà, on aimerait que vous mettiez ce logo sur le sac de boxe. Ouais. Ensuite, pour chaque props, moi, je briefais l'artiste. Donc, je lui disais, bah voilà, là, il faut faire le sac de boxe. Je lui donnais les informations que j'avais récupérées grâce au client. Donc, je lui disais, bah là, le sac, il faut qu'il soit noir, il faut qu'il soit fini une bande rouge. Je lui donnais des références et voilà. Moi, mon rôle, c'était en fait de briefer tout le monde. Ensuite, je donne les notes et ensuite, je fais l'intermédiaire entre la production, les clients et les artistes. Parce que toi, une fois que Ensuite, tu as fait l'animatique, tu passes vraiment en full réalisation. Donc c'est ça, en tu fait. vas pas animer un truc ou quoi que ce soit, quoi. C'est que réalisation. Voilà, c'est ça. Donc après, j'ai eu l'opportunité d'animer des plans parce que 1 mois et demi, c'était super court. Donc j'ai mis Ok. un peu la main à la pâte. Mais en gros, le réalisateur, ce qu'il faut voir, c'est que c'est plus un chef de chantier. C'est-à-dire qu'il va y avoir tous les corps de métier et lui il va plus être l'intermédiaire entre les différents corps de métier pour que la communication se fasse bien. Et en gros, ça va être une supervision globale. C'est comme un peu un faucon qui a une vue d'ensemble sur le projet. Donc, ça permet de garder une cohérence en fait du projet et ça permet aussi que la communication soit hyper fluide, qu'il n'y ait pas des informations qui soient perdues et que ça soit consistant. C'est vraiment ça la réalisation. Du coup, après moi, je briefais les équipes d'animation, j'étais avec le superviseur animateur. Ensuite, j'étais avec les designers, avec ceux qui font les décors, ceux qui font les effets spéciaux. Parce qu'après, chaque superviseur, en fait, a des questions légitimes. Ça veut dire que, par exemple, les équipes de FX, ils me demandaient à quoi veux-tu que les effets spéciaux, enfin, donc les éclairs, les fumées ressemblent? Est-ce que tu veux quelque chose de réaliste, de stylisé? Est-ce qu'on met des ombres, pas d'ombres? Et tout ça, ce sont des réponses qu'il faut apporter. Et il faut les apporter très rapidement. Aussi, quelque chose qui était intéressant, c'est qu'il y avait des gens, l'équipe était pas très grande, on était moins de 20 personnes, mais il y avait des personnes dans le monde entier. Et des Ok. gens d'Australie, en Corée, il y en avait vraiment de partout. Du coup, il faut être super réactif. Quand moi, je finissais ma journée, je savais qu'il y avait des personnes qui allaient travailler la nuit, donc il fallait déjà que leur briefing soit préparé. Donc, au début, je faisais des briefings papier. Donc, j'écrivais dans un mail et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à l'aise. Et après, en Ouais. fait, j'ai fait des briefings vidéo. Ça veut dire que j'étais dans Photoshop, je me filmais et j'enregistrais ma voix et je leur dis, bah voilà, j'aimerais bien que pour ça, tu le fasses comme ça. Parce que l'air de rien, parfois, quand tu as quelqu'un qui te fait des signes de main, tu vois, tout de suite, ça t'aide à comprendre Bah ouais, pour ouais. l'animation, ce que tu souhaites. Donc t'enregistres Ensuite, quelque chose qu'eux ils voient après ou c'est une visio? voilà, c'est ça. Après, moi, donc on utilisait ce qu'on appelle ShotGrid, qui est un logiciel de production qui permet de mettre les animations dessus, de visualiser des vidéos, d'avoir accès au concept. En gros, c'est un peu là où on a toutes les images et tout le projet. Moi, je mettais mes vidéos sur ShotGrid et en gros, l'artiste, lui, avait son briefing. Ça veut dire qu'il avait plus qu'à cliquer, regarder la vidéo. Et s'il avait des questions par rapport à ça, donc ou il m'envoyait un message, ou il mettait en commentaire de la vidéo, bah voilà, ça j'ai pas compris, etc. Et ensuite, sur tout ce qui a été drawer, par exemple, d'animation, etc., je faisais ça aussi. C'est-à-dire que je faisais une vidéo, je faisais un drawer sur l'animation, je l'envoyais au superviseur d'animation, on en discutait s'il y avait besoin, et puis après, lui briefait ses équipes. C'est vrai que là, il y a un truc aussi qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que à la réalisation, c'est pas toujours des gens qui dessinent, qui animent, qui ont vraiment le côté de direction artistique, etc. Donc là, c'est un vrai plus pour l'équipe. Si quelqu'un qui réalise sait aussi dépanner sur un plan, avoir vraiment une vision aussi de supervision, des choses comme ça, quoi, parce que c'est pas toujours le cas. Bah, je suis d'accord avec toi. Effectivement, déjà, comme tu disais, pour la réalisation, on n'est pas obligé de savoir dessiner. Moi, je pense que c'est quand même mieux parce que ça permet de communiquer. Mais il y a beaucoup d'équipes qui n'aiment pas forcément ça. Ça veut dire que le problème quand tu sais dessiner, que tu sais animer, que tu as une vision, c'est que quand on te propose quelque chose qui sort un petit peu de cette vision, Mm. et ben tu vas dire non, non, moi je veux ça. Et ça, en fait, les équipes, il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout parce qu'ils ont l'impression d'être bridés et qu'on leur demande d'être des petits soldats et de faire à la lettre quelque chose. Et en gros, sur ce projet-là, par exemple, j'ai eu des personnes, quand je leur faisais des drawers ou que je leur disais bah, l'animation, moi j'aimerais bien qu'au niveau du timing, ça soit ça, ça soit ça, se sont plaints, en fait, au niveau de Mm. la production, en disant que j'étais trop présent, en fait, sur le projet. Alors qu'ils auraient Alors, peut-être pris ça différemment de la part de quelqu'un qui supervise et pas qui bah, c'est réalise. ça. Ouais.
En gros, parce qu'il y avait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sun Creature bosse avec des personnes qui ont vraiment un talent certain en animation, en décor, et souvent, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont des personnes qui ont bossé sur des prods, qui ont bossé avec des gens parfois connus, etc. Et souvent, vu qu'ils sont très bons, on leur fait confiance aussi. Ça veut dire qu'on leur laisse énormément de liberté. A posteriori, moi, j'étais réalisateur, c'était la première fois que je faisais la réalisation. J'avais qu'un mois et demi, il fallait que la chose soit vraiment solide et que ça sorte rapidement. Du coup, j'ai énormément travaillé pour que chaque plan, etc., tout soit hyper spécifique. J'avais une idée vraiment en tête de ce que je souhaitais. Et encore une fois, certaines personnes, c'était parfait, parce qu'ils recevaient le briefing, ils suivaient à la lettre ce qu'il y avait à faire. Le superviseur animation qui s'appelait Tim donnait 2-3 notes, il m'envoyait, puis voilà, après on envoyait au client, c'était bon. Et d'autres personnes, eux, ils voulaient faire apporter un plus, et c'était un peu compliqué et frustrant pour eux, ce que je peux comprendre. Ouais. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses. La réalisation, c'est pas juste donner des ordres ou des directives, justement, il y a beaucoup d'humains, ça veut dire qu'on parle avec tout le monde, on est avec les superviseurs, la production nous fait remonter aussi les problèmes, parce que la production, elle est là pour que tout s'enchaîne. Et parfois, ils reçoivent des plaintes ou ils reçoivent des retours, et le réalisateur, il doit tout de suite être très réactif. Ouais, ok. Après, bien sûr, je dis le réalisateur, moi, c'est dans cette production-là, je sais que toutes les productions sont différentes. Je ne parle bien sûr que de mon expérience, qui n'est pas une vérité en soi. Oui, de toute façon, c'est. J'ai toujours pas réussi à capter à quel moment ça prend un geste. Ouais, En fait. moi non plus. Donc on peut jamais s'y attendre. Je pensais que ça serait sympa de montrer le process d'un plan. Comme ça, tout le monde peut voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'animatique. Donc on a un personnage qui s'appelle Colt, qui fait rouler son Colt, justement, son pistolet, et qui va se recoiffer avec. Et là, il va y avoir des éclairs violets pour montrer qu'il est hyper charge, du coup, qu'il a évolué, qu'il est beaucoup plus fort. Du coup, moi, à partir de ce plan-là, donc la production exporte, le met sur ShotGrid, et là, moi, je fais le meeting avec le directeur d'animation qui s'appelle Tim, et je dis, bah voilà, moi, en gros, pour l'animation, j'aimerais bien quand il fasse tourner son pistolet, il faut que ça soit super épique. Là, pour l'instant, dans l'animatique, c'est très statique, mais j'aimerais bien voilà, qu'il fasse plusieurs mouvements de la main et qu'on ait des smears sur l'animation. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas forcément l'objet, mais qu'on ait des flous d'animation. Ensuite, j'aimerais bien que ça claque, que ça soit un peu un step d'animation. Du coup, voilà, je vais faire un briefing très complet. Quand il se recoiffe, j'aimerais bien qu'après, il y ait du vent dans les vêtements, dans les cheveux. Et en gros, voilà. Donc, nous, on a un petit meeting, mais il me dit, mais toi, tu vois ça comment? Et en fait, on a une discussion avec le directeur d'animation. Lui, ensuite, il me dit, bah, ça serait bien qu'on recadre un petit peu le personnage dans le plan. Ça, je pense que ça va être difficile. Peut-être qu'on pourrait le faire comme ça. Et en fait, à la fin de ce meeting, lui, il va aller briefer l'artiste. Donc là, dans le cas, c'était David Chambol, si je ne me trompe pas, qui avait fait l'animation. Du coup, l'artiste, le superviseur animation lui prépare une scène. Donc, ça veut dire que dans sa scène, donc là, moi, je ne l'ai pas malheureusement envoyé. On m'a envoyé que des vidéos, du coup, après, je les mettais dans TV Paint. Mais en gros, l'artiste, lui, dans la scène, il a déjà une caméra qui est prête, il y a le storyboard et il anime au-dessus. Donc ça, après, c'est la première version que l'animateur m'a envoyée. Donc à la fois les persos et les FX, c'est la même personne. Alors, en gros, on leur avait dit de ne pas faire les FX. Mais il y a certains animateurs qui nous ont demandé s'ils pouvaient mettre des FX temporaires pour le rythme de l'animation. Oui. Donc, effectivement, ça, on leur a dit que ce n'était pas problématique, mais qu'il ne fallait pas qu'ils y passent non plus trop de temps pour que ça ne devienne pas un handicap. Donc, à partir de cette première animation, donc moi, je trouvais ça super. On a discuté avec le superviseur anime qui trouvait ça super aussi. Moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, du coup, je l'exporte à chaque fois, je le mets au-dessus de l'animatique dans un edit. Et par exemple, là, j'ai vu qu'il fallait recadrer un petit peu l'animation pour que l'animation soit plus au centre de l'image pour qu'on aille faire l'export pour TikTok et Instagram. Donc ça fait partie des choses où moi, en gros, j'ai la vue d'ensemble et il faut bien que je fasse attention à ça. Donc, déjà, dans les notes, je leur dis qu'il faut recadrer l'animation. Ensuite, l'animateur, après avoir fait ça, il va faire ce qu'on appelle le tie-down. Donc, ça veut dire qu'il va mettre le dessin au modèle. Parce que là, pour l'instant,
ce sont des pauses, il n'y a pas toutes les pauses d'animation et ça reste assez rough. Et en gros, moi, pour lui simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est aussi que j'ai fait un petit draw-over pour bien lui montrer comment je souhaitais que les mains soient designées, qu'elles soient assez rondes. Je grossissais aussi certaines choses. Je voulais vraiment que le pistolet, il y ait des edges qui soient assez prononcés. Et aussi, moi, j'ai réfléchi à toutes les zones où on pouvait mettre des spéculaires après. Parce que ce que je souhaitais, c'est quand on a le plan à la fin, que ça soit vraiment épique, il faut qu'on ait des spéculaires, que ça glisse sur le volume, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment garder en tête. Donc, à partir de ça, j'ai fait ce draw-over. Donc là, toi, t'as repris que les poses qui étaient nécessaires ou t'as refait vraiment par au-dessus de l'image, quoi. Là, en gros, tout ce qu'il m'a envoyé, c'est que des poses nécessaires. C'est-à-dire que l'animation est tellement compliquée, c'est qu'on a des poses clés. On a beaucoup de poses clés et ensuite on a des breakdowns. Sauf que là, les breakdowns sont très importants dans l'animation. Ouais. Et en gros, moi, je voulais... ce que je souhaite, c'est à chaque fois que j'envoie quelque chose à un artiste, c'est de lui simplifier la vie aussi. Parce que si tu lui envoies 2 morceaux un peu de l'animation et que lui, après, il est obligé de refaire les milieux, etc., ça leur cause un peu... Ça cause du stress, ça leur demande du temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ce plan-là, qui était un des plans les plus compliqués, je voulais vraiment qu'on puisse avancer étape par étape. Et David Chambol, qui est aussi un réalisateur, lui, il est très bon en animation. Donc j'étais très confiant. Enfin, la première version de l'animation qu'il m'a donnée, elle était hyper solide, quoi. Donc c'est à chaque fois, en gros, c'est un peu comme une marche d'escalier. C'est qu'à chaque fois quelqu'un prend le plan dans ses mains, il faut l'améliorer et que ça soit le mieux possible. Donc, et là, on voit par exemple que tu as changé des trucs sur le bras qui n'est pas exactement au même endroit, des choses comme ça, des volumes qui changent légèrement. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc, par exemple, quand on voit cette animation qui n'est certes pas un tie-down, en gros, moi, ce que je souhaitais, c'est que, par exemple, la veste, elle soit au vent, qu'elle puisse bouger. Parce que je savais qu'à la fin, ça allait être très épique, qu'il allait y avoir de l'électricité, de la fumée. Et je voulais que la veste... Pareil pour les cheveux. Au niveau des cheveux, des poils de barbe, je voulais qu'il y en ait plus, que ça bouge beaucoup. Et je souhaitais aussi qu'on insiste sur la perspective dans le plan. C'est-à-dire, je voulais qu'il y ait une main qui soit très loin et une main qui soit très proche de la caméra pour que ça donne vraiment de la profondeur au plan. Pareil, dans l'animation qu'il avait faite, qui est très bien, la main était en raccourci. C'est-à-dire qu'on voit le dessous de la main avec le dessous du pistolet. Je préférais qu'on ait une position de profil pour qu'on ait beaucoup plus de silhouette. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des notes. On voit qu'à certains moments, souvent ce sont des notes qui sont mineures et parfois ce sont des notes qui sont majeures parce que ça a plus d'impact sur la mise en scène. Voilà, donc à partir de ça, donc ça c'était la version qu'on a exportée. Pardon. Ça, on l'envoie au client. Le client dit « Ok, ça c'est super cool, on aime bien ». On le réenvoie à l'animateur qui, lui, le reprend et fait le tie-down. Donc ça, c'est la partie tie-down où tout a été remis au modèle en suivant aussi tes indications, mais par l'animateur, quoi. Exactement. Par une autre personne, je sais plus. Oui, mais c'est le même animateur. Ok. Donc là, c'est vraiment un tie-down. Ça veut dire que on a le storyboard. Ensuite, il y a une phase de rough où on va faire un brouillon. Lui, David, il fait jamais de rough, en fait. Son dessin est très clean et il fait déjà des poses. Donc, en gros, ce qu'il envoie, c'est quasiment parfois proche d'un tie-down. Mais là, c'est un tie-down. Donc, le tie-down, ce qu'il faut savoir, la différence entre le tie-down et le clean, parce que je sais que beaucoup de personnes confondent, c'est que le tie-down, c'est une mise au modèle. Donc, on met vraiment au modèle pour que ça corresponde au personnage du line-up. Mais la ligne n'est pas propre. Ça veut dire qu'on voit, là, il y a des trous, il y a des empattements. Et en termes d'épaisseur, quoi, surtout aussi. Exactement. Le clean, on ne pense plus du tout à l'animation, quoi. On se focalise juste sur la beauté de la ligne. C'est vraiment ça. Je sais qu'on nous pose souvent la question, donc c'est ça la différence. Et est-ce qu'il y avait des contraintes, ou en tout cas des choix pratiques par rapport à la taille de la ligne sur, par exemple, les perspectives, des choses comme ça, ou alors est-ce que vous mettez tant de pixels sur toutes les lignes, quoi qu'il arrive Alors moi, j'ai demandé à ce que ça soit qu'une seule ligne pour tout. C'est-à-dire que c'est moi qui ai exporté la broche de TV Pen, qu'on a distribuée à tout le monde. Et en gros, je leur ai dit, vous utilisez la même broche, le même pinceau pour tous les plans, que ce soit proche, loin, etc. Donc ça simplifie. Donc la même taille de ligne et tout ça, quoi. Exactement. Ensuite, en parallèle, donc, on a une artiste qui s'appelle Mio qui avait commencé à faire le décor.
Donc, en gros, elle a récupéré les couleurs du color script. Elle, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait un layout qui a été fait par le directeur artistique qui s'appelle Birk. C'était Ouais, pas en Birk plus, qui c'est avait fait le des. layout, il y avait un artiste layout qui a fait le layout. Mais en gros, voilà, donc là, on a un pan qui allait bouger derrière un personnage. Donc, on a le layout qui a été validé. Et en gros, elle prend le color script, elle le met, elle crée un fichier Photoshop et elle commence à peindre. Ensuite, Birk, donc le directeur artistique des décors, me l'envoie, on en discute, on fait des drawovers, on gère le niveau de saturation, etc. Donc ensuite, si on continue, là, le plan est validé par les clients. On l'envoie ensuite aux assistes animes. Donc en gros, les assistes animes, c'est eux qui vont faire le clean de la ligne et qui vont faire les spéculaires et les ombres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la superviseure assiste anime, elle va faire deux images. En gros, elle va faire une image pour que moi, je valide l'épaisseur de la ligne, la qualité du clean, les ombres et les spéculaires. Donc, en gros, elle m'a envoyé cette image et cette image-ci. Donc, à partir de ça, une fois que c'est validé, la personne qui va faire le clean du plan, c'est l'épaisseur de la ligne, c'est le niveau de définition pour les ombres. Et elle a aussi toutes les couleurs locales, les couleurs propres au personnage qu'elle va pouvoir appliquer sur le plan. Parce que quand on fait la colo, etc., on fait tout en couleur locale et ensuite c'est au compo qu'on va faire varier, etc. Au niveau de la lumière. Je sais que Exactement. ça dépend un petit peu Ça dépend des prods des aussi, ouais. projets, ça, ouais. Ça dépend vraiment des productions. Moi, je sais que j'aime bien qu'on fasse la couleur locale et qu'on fasse une ombre et qu'on la mette avec le mode de fusion multiply, donc qui est une multiplication, et ça va venir se multiplier avec la couleur. Et ensuite au compo, on va aller rajouter des Ouais. masques, des choses s'il faut C'est ça, faire bouger. des dégradés sur le personnage avec de l'occlusion, donc pour qu'on sente que le personnage appartienne beaucoup plus à son environnement et son décor. Mm. Du coup, je vais juste mettre lecture sur le plan. Donc ça, c'est le plan final avec les ombres et les spéculaires. Et là, on voit aussi qu'il y a des marqueurs images, etc. C'est pour savoir qu'est-ce qui est quoi, j'imagine. Alors, en fait, le marqueur image, il est surtout fait pour les clés, se repérer dans les clés. C'est-à-dire que les animateurs, de temps en temps, font un dessin d'une première pose clé et ils se disent quelle est l'autre pose clé qui ressemble le plus à cette pose clé. Comme ça, elle peut le réutiliser. Donc, dans TV Paint, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut flipper entre toutes les images clés. Mais aussi, on peut flipper, tu sais, entre les bookmarks, Entre les donc les marqueurs, ouais. marque-pages. Donc ça, parfois, c'est visible. Ah, je crois que j'ai trouvé pour le pouce. Il faut qu'il y ait du Ah. contraste. Ah si. Ok, ouais, comme ça, il le détourne et il comprend le truc. Et en gros, donc, juste pour montrer un petit peu comment organiser le plan, je vais mettre sur une image comme ça, par exemple. Du coup, là, par exemple, on a la main. Donc, on a la main supérieure, on a l'ombre, on a la ligne. Et ensuite, on a les spéculaires. Pareil pour ici. On a l'ombre, on a la ligne et on a les spéculaires. Et donc ça, pareil, Voilà. c'est toi aussi qui indique, parce que dans l'animatique, c'est pas indiqué ces indications-là. Donc c'est toi qui dis la lumière va venir de là, etc., quoi. Bah, en fait, ça, ils ont le color script. Ça veut dire que Ok. avant qu'ils attaquent les ombres, etc., on roule le color script ensemble. Donc, par exemple, là, le color script, c'était celui-ci, ce Mm. panel-là. On peut voir que la lumière vient de la gauche, que l'ombre est à droite, et qu'en gros, il y a un tiers de la silhouette qui est dans la lumière. Et en gros, c'est aussi à ça que sert ces poses-là. Ça veut dire que la superviseure assiste anime, elle m'envoie cette pose, moi je fais des drawers en disant bah, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de lumière ici, etc. Et à partir de ça, en gros, celui qui va faire le clean du plan a les directives et il peut les faire sans problème. Ensuite, en parallèle, il y a une artiste qui travaille sur les effets spéciaux. Ça, c'était 16, donc elle fait les FX au-dessus. Donc, on peut voir qu'il y a de l'électricité. Donc, on a fait plusieurs allers-retours parce que moi, je voulais que vraiment l'électricité claque. Ensuite, on peut voir quand il passe devant la caméra, il y a de la fumée. Les Ensuite, petites elle a particules rajouté, aussi, hein. ouais, elle a rajouté des petites particules, ce qui était super chouette. C'est ça qui est sympa parce que les personnes ont souvent beaucoup d'expérience dans leur domaine. Moi, je n'avais pas pensé forcément aux petites particules, donc elle les a rajoutées. C'est toujours du plus, c'est hyper cool.
Et ensuite, elle a fait aussi la lumière qui glisse sur les 2 pistolets. Et ça, c'était super sympa. À la fin, on peut voir que la lumière, elle glisse sur les pistolets. Et aussi, on lui avait demandé à ce que sur la même mèche, il y ait une petite étincelle. Donc, voilà. Et au niveau des décors, je pense qu'il y a un truc, tu l'as montré un peu dans le layout avant, mais qu'on on sait pas forcément, je pense, si on sait pas comment ça marche, c'est que là, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs décors, tu vois. Parce qu'on Ah passe, on a oui, l'impression qu'il y a un côté 3D, etc. Alors qu'en fait, c'est juste que ça a été dessiné avec un effet lentille de telle façon qui fait qu'ensuite on fait juste un pan et ça marche, quoi. exactement. En gros, si je roule vite fait ce PSD, donc moi j'avais préparé le mouvement de caméra, parce que ça aussi, ça fait partie des choses où c'est plus simple. En gros, on a 2 perspectives, on a Mhm. plusieurs perspectives dans ce plan, et effectivement, ce qui marchait le mieux quand j'ai fait le storyboard, c'est d'avoir une petite déformation comme ça. Et en gros, après, on va juste faire une translation, on va, oui, translater le plan pour avoir une sensation qu'il y a une caméra qui tourne avec un Ouais. changement de perspective, mais au final, c'est une image en 2D. Et c'est vraiment juste un mouvement où le décor va glisser comme ça sur un arc. Et c'est ça qui donne cet effet où on a la sensation qu'on change de perspective. Et ça, enfin après, je sais pas si tu sais, ça dépend sûrement des artistes et tout ça, mais est-ce qu'il y a eu une base en 3D avec une lentille machin pour comprendre un peu ça, ou alors est-ce que c'est vraiment ok, Non, la non, j'ai perspective, ça fait. va ressembler à ça, et puis Alors, je suis désolé, j'aurais du mal à le retrouver, mais c'est moi qui ai fait le dessin de base. ok, En gros, j'ai fait vraiment un pâté, un pâté, et j'ai mis des lignes de direction pour montrer à peu près les déformations, etc. Et après, j'en ai discuté avec Birk, du coup, qui était le directeur des décors. Et lui, après, avec son artiste qui faisait le layout, qui s'appelle Elliot, si je me trompe pas, il faisait des allers-retours et ensuite ils sont venus là-dessus. Et après, on a continué à faire des allers-retours. Mais tout ça ouais, a été fait en 2D. ok. C'est ça qui m'impressionne à chaque fois sur les décors et tout, parce que je sais qu'on peut utiliser pour du concept, du décor, des bases 3D, rien que pour le côté perspective, pour aller un peu plus vite. Ouais. Bah après, lui, enfin, je sais pas, ça se trouve, lui, je sais qu'il les faisait dans Photoshop, ses layouts. Mais ça se trouve, il a utilisé peut-être une base ou des lignes de perspective, ou je sais pas, ou alors il allait chercher. Tu sais, on a des grilles de fisheye, par exemple, sur Mm. Google que tu peux trouver, tu la mets et tu prends ça Ouais, c'est comme vrai, base. c'est vrai. Mais Et au niveau de la taille, ça doit être quelque chose de très large du coup pour que ça marche, parce que je sais pas si vous faites ça en 4K ou si c'est juste un 1080 à la fin et donc le décor il est finalement un peu en 4K. Enfin, c'était du 1080. ok, Donc en gros, ce qu'il faut faire attention quand nous on a créé le PSD, on a bien fait attention. Alors je pense que voilà, là on a les. Donc ça, Birk avait placé. Mhm. Donc lui avait placé l'image initiale et l'image finale. Donc image initiale avec le pistolet, image finale avec le personnage. Et en gros, ça, il fallait que ça fasse 1080p. Donc il Ouais, fallait que ça soit le HD. Donc à partir de ça, on crée le reste du document. ok. Voilà, c'est un peu Parce que comme pareil, ça ça. c'est pour ça que c'est important de faire des layouts et tout ça. Après on se retrouve coincé avec des Ouais, trucs trop petits et exactement. tout. Ouais. Ah, il faut vraiment qu'on fasse attention. Après, je sais que sur ce plan-là, on s'est trompé un petit peu. Du coup, l'image était plus petite. Et c'est vrai que tout de suite, tout le monde est un peu stressé, mais au final, c'est pas un problème parce que aussi, quand tu as un mouvement de caméra comme ça, nous, on va rajouter un petit peu de motion blur, du coup, Mhm. de flou de mouvement. Du coup, si on n'a pas la bonne résolution, c'est pas forcément un problème parce qu'il va y avoir du flou après, etc. Ouais. Et ça, c'est le plan final, du coup. Et là aussi, ce qui va être important en compositing, donc je pense qu'au moment où cette vidéo-là sortira, ce sera déjà sorti. J'ai fait une vidéo avec Izu3, qui a notamment travaillé pour Folimage en compositing. Ok, Et ouais. donc on parle un petit peu de tous ces trucs-là. Et donc toi, tu interviens aussi dans cette partie de comment on fait pour que tout soit harmonisé. Parce que là, il y a toute une histoire aussi de couleurs, parce qu'on parlait des couleurs locales avant. Et là, tout a été rougi et tout ça. Donc est-ce que tu peux parler peut-être un peu de ça? Exactement. Du coup, on avait 2 personnes qui travaillaient sur le compositing. Du coup, le décor est approuvé, donc on leur exporte le décor et l'animation est approuvée. Et en gros, eux, ils travaillaient dans After Effects. Mhm. Et dans After Effects, ils vont recréer la structure des calques. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir le décor tout en bas, ensuite ils vont avoir la couleur locale du personnage au-dessus, etc., les ombres, la ligne, etc. À partir du moment où ils ont ça, moi, je leur enregistrais une petite vidéo de briefing où je prenais la color key et je leur disais, bah voilà, j'aimerais bien que ça soit proche de cette color key. Dans la color key, ça ne fonctionne pas, du coup, il faut que vous modifiez. J'aimerais bien qu'on ait de la lumière rouge qui vienne du bas
et qui soit en dégradé. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est un peu plus clair vers le bas. J'aurais demandé aussi à ce qu'ils mettent du vignetting autour. Donc, c'est quand on a du noir, un peu comme les anciens appareils photo, où on avait ce qu'on appelle du vignetting. Ça veut dire qu'on a une vignette avec du noir dans les coins. J'aurais demandé des aberrations chromatiques, qui est du noise, donc du grain de pellicule. Et ensuite, pour les FX comme ça, j'aurais fait un drawer pour leur montrer, voilà, j'aimerais bien que ça soit blanc le FX, mais qu'on ait une sorte de glow violet. Et à partir de tout ça, eux, ils commencent le compositing. Ensuite, ils mettaient une vidéo sur ShotGrid. Dans la vidéo sur ShotGrid, par exemple, la première version, la fumée, elle était grise. Du coup, je leur ai dit, il faudrait mettre la fumée en violet. Ensuite, ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de rouge vers le bas. Et en gros, on fait 2-3 allers-retours jusqu'à ce plan final. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la fin, il y a le grading. Donc, le grading, c'est que tout à la fin, quand on a tous les plans, on refait une passe de couleur pour que ça soit uniforme. Ça veut dire que les artistes qui travaillent sur le compositing, eux, ils vont travailler sur un plan, ils vont être à fond, ils vont récupérer la color key. Mais souvent, le plan d'après, même si on essaye de pas trop faire ça, c'est un autre artiste qui va travailler dessus. Et en gros, quand on met les deux plans dans l'edit, parfois les rouges, c'est pas le même type de rouge. Parfois, il y a un plan qui est un peu plus lumineux que l'autre. Parfois, il y a un plan qui est moins saturé. Et en gros, ce grading, je pourrais montrer après, on va essayer d'uniformiser tout ça. Ok, bah c'est justement un des trucs que je me posais comme question avant de savoir justement ça. C'est de me dire en live, ok, tu fais de l'étalonnage parce que tu as filmé en log et tout ça pour avoir des trucs désaturés, ensuite faire remonter et tout ça. Et je me disais en animation, bah, tout est déjà colorié, tout est déjà composité. Donc je me suis dit, mais pourquoi on a besoin de faire un grading? Donc c'est bien que tu répondes à la question là, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et souvent, il y a des choses qui sont compliquées à faire. Par exemple, quelque chose de sépia ou un noir et blanc. Souvent, c'est plus facile de le faire en couleur. Et ensuite, au grading, on le met en noir et blanc. Ou alors, on accentue ce côté sépia. D'où l'importance d'avoir les couleurs plates qui vont marcher tout le temps, quoi. Exactement. Du coup, donc ça, c'est l'edit. Donc, j'ai eu l'occasion de faire l'edit. Donc, c'était assez cool. C'est généralement beaucoup de choses, c'est marrant. Ouais, c'est généralement quelque chose que je ne montre pas trop parce que je suis un goré quand je travaille. En gros, tout processus créatif, c'est super organique, c'est difficile d'avoir les choses sont propres. Donc parfois, j'ai des dossiers dans téléchargement, je lise des images, je teste des choses, etc. Ouais. Du coup, donc là, les différentes lignes, donc la toute première, par exemple, je ne sais pas si elle va être connectée, mais ça pourrait être intéressant de la montrer. Non, elle n'est pas connectée. En fait, là, je bosse sur un disque dur de backup, donc c'est assez lent, mais je pense qu'on va quand même réussir à montrer des choses. En gros, tout en bas, j'ai mon animatique. Au fur et à mesure, je rajoute, par exemple, donc il y a l'animatique. Ensuite, dès que j'ai des plans d'animation, je les rajoute sur une ligne au-dessus. Dès que j'ai plans avec des effets spéciaux, donc des FX, je les rajoute au-dessus, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un système de strates où plus le projet avance, plus les strates du haut sont les strates finales, jusqu'à arriver donc à la strate du compositing final, où on va faire le grading. Donc ça, ce sont les plans composités que j'ai récupérés. Donc par exemple, pour montrer le grading, donc ici j'ai un petit bouton, ça risque d'être un petit peu lent. Donc ça, c'est le plan qu'on récupère en compositing. Et là, si j'active, je suis désolé, hein, c'est un peu lent. Ça, c'est le compositing qui a été fait au-dessus. Le grading, du coup. Le grading, pardon, excuse-moi. Et ça, pareil, c'est un truc qui est intéressant aussi. Le montage en animation, on peut se dire aussi, bah, tout est déjà prévu, quoi. Donc l'animatique, c'est plus à ce moment-là que tu fais vraiment le montage. Et ensuite, comme tu dis, ça va être des strates. Mais est-ce que tu as quand même des moments où tu vas couper quelques images ou des choses comme ça ou pas du tout? Absolument. Parfois, on demande aux animateurs de faire 2-3 images en plus. Comme ça nous permet de faire une meilleure transition. Ensuite, il y a certains effets. Tu vois, par exemple, on a beaucoup de fade, donc des dégradés du noir à la couleur. Donc ça aussi, on le fait à l'edit. Mais en gros, voilà, là, c'est tout noir. Et au fur et à mesure on avance dans le plan, on a la couleur qui arrive. Et ça, on le fait à l'editing. Ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'editing aussi. On peut rajouter des caméras shaking, par exemple. Ça veut dire que
admettons, on se rend compte qu'une fois qu'on met le plan à l'édit à la fin, pour que ça donne un peu plus de vie, il faudrait rajouter un petit caméra shaking. Bah ça, on peut le faire aussi à l'édit. C'est pas trop recommandé, mais c'est des choses qu'on peut faire. Il y a vraiment Parce que beaucoup de t'as choses une qu'on peut petite faire à marge, l'édit. si t'as du 1080 en export, tu peux éventuellement aller gratter quelques pourcents, mais pas beaucoup plus quoi, Exactement. pour avoir une marge. Mais encore une fois, tu vois, par exemple, quand on a un petit caméra shaking, même s'il est très léger, on peut mettre un flou de mouvement. Ça veut dire que Mm. dès que les pixels bougent, ça va être un tout petit peu flouté. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'on perd trop cette qualité. Au niveau du grading, je peux montrer encore, par exemple, quand on a récupéré tous les plans qui ont été composités, on perdait ce côté sépia. Du coup, moi, j'ai repris le color script et j'ai essayé qu'on matche beaucoup plus au color script. Donc, par exemple, ça, c'est un plan qu'on a récupéré. Mhm. On vient remettre un côté du grading dessus. C'est un autre plan qu'on a récupéré. Donc ça, c'était le compositing qu'on récupère. Et ça, c'est le grading qu'on met à la fin. Ce qui Ok. permet de vraiment de connecter tous les plans de la séquence qui est dans le passé. Encore une fois, ça, c'est le plan qu'on récupère du compositing. Donc, on peut voir qu'il est composité. On a du vignetting, on a des flous sur le bord. Enfin, il y a les couleurs, le plan est joli. Et voilà, le grading va juste servir à connecter tous les plans et à se rapprocher le plus possible du color script qui a été validé. Et donc Ensuite, là-dessus, t'as à la fois des questions de saturation, des questions de teinte et des choses comme ça. Donc toi, tu vas aller jouer avec les courbes et tout dans l'onglet c'est ça. étalonnage, Voilà. quoi. Ouais, Ça, franchement, je me demandais à j'ai quel point honte, c'était hein. complexe, par exemple. Ouais, j'ai un peu honte parce que vu qu'on était à l'arrache, ça a été aussi fait à l'arrache. Alors, je vais juste essayer de rezoomer là-dessus. Donc ça, Dans le par côté exemple, organisation, tu veux dire? ouais, en gros, ça, par exemple, c'est donc chaque carré, c'est ce qu'on appelle un node. Donc, c'est un système nodal. Un node, en fait, c'est une ou plusieurs informations mathématiques. Et en gros, ils sont connectés les uns entre les autres. Et chaque node permet de faire quelque chose. Donc, par exemple, je sais, il faudrait qu'on revienne au début, mais par exemple, celui-ci, je ne sais pas si on le voit trop, mais Mhm. celui-ci, il va rajouter de la lumière juste au milieu du plan. C'est-à-dire que le personnage était un petit peu sombre à la base. On va faire juste un masque et mettre un coup de courbe pour que ça soit beaucoup plus clair. Et du coup, qu'on Ouais. voit plus son visage. On en a un autre, par exemple celui-ci, où on va prendre les lumières. Je ne sais pas non plus si on voit trop, mais là, les lumières étaient trop blanches. Celui-ci va rajouter un peu de jaune dans les Mhm. lumières. Et en gros, tous ces nodes s'accumulent et permettent à la fin de vraiment faire le grading où on part de ça pour finir là-dessus. Donc, c'est vraiment ça. Ce qui est super dans DaVinci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments pour modifier la couleur. Il y a un système de masque qui est hyper puissant aussi. On peut juste sélectionner une couleur et lui va faire un masque de cette couleur et on peut changer cette couleur, ajouter de la saturation. Donc, c'est vraiment un outil qui est génial. On a Et ça, aussi, c'est intéressant de se dire que pour les personnes qui connaissent pas cette partie étalonnage de couleurs, que c'est tout un monde en plus. En fait, ça reste une partie où il y a c'est un beaucoup métier. de créativité, de technicité pour réussir à avoir les bonnes choses. Et puis là, oui, comme tu dis, c'est un métier parce que là, tu as fait plein de Ouais. trucs, mais normalement, c'est Normalement, séparé. c'est quelqu'un, Voilà, ouais. quoi. C'est ça. Ce qui était compliqué, nous, c'est que on a récupéré les plans du compositing le vendredi et on devrait le livrer lundi. Donc ça veut dire Bon. que la personne qui faisait le grading, tu vois, il aurait fallu qu'il bosse samedi et dimanche à l'arrache. Ça aurait été Ouais. compliqué. Du coup, moi, j'avais proposé de le faire parce que j'en ai fait un petit peu de grading. Après, s'il y a des gens qui vont regarder ça, qui font du grading, ils vont être là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait n'importe quoi. C'est dégoûtant ce qu'il a fait. Ils vont regarder. Normalement, les gens font ça vraiment comme des pros. Moi, je l'ai fait un petit peu en mode si tu faisais un draw over, tu vois, dans Photoshop. Je l'ai Et fait c'est ça que je vraiment à trouve ma marrant, façon. c'est que on va dire, entre guillemets, c'est bordélique comme un projet perso, tu vois. Enfin, c'est ça qui est Ouais. marrant, que c'est vraiment, on a fait ça comme ça, machin, et puis finalement, c'est pour un gros truc. Donc oui, normalement, il faut s'organiser, etc. Même en perso, il faut faire au mieux et tout ça, mais des fois, c'est juste, Après, bon, bah, on va souvent, avoir c'est l'efficacité, ouais, quoi. c'est ça. Ça dépend s'il y a C'est des que gens qui passent derrière. Si tu devais passer ton fichier à quelqu'un, là, tu l'organises parce que sinon, après, c'est ça. la personne est perdue, quoi. À chaque fois que j'ai envoyé quelque chose, j'ai essayé que ça soit le plus propre et le plus clair possible pour pas créer de problème aux personnes qui le récupèrent. Ça, je savais que moi, j'étais Dernier maillot. le dernier de la chaîne. Donc, j'avais pas besoin que ça soit aligné, propre, etc. Et après, il y a deux familles. Il y a ceux qui aiment que ça soit propre, qu'il y ait une structure dans les nodes, qu'on suit une logique mathématique.
Et ensuite, il y a l'autre famille dont je fais partie, où c'est, ouais, on fait des trucs cool, on met de la couleur, des dégradés, et puis on met des choses sur des choses, sur des choses, sur des choses, quoi. Donc, En fait, c'est marrant parce que ça, c'est ça se pas bien. rapproche vraiment de ce qu'on a dans les techniques tradies, sur des choses qu'on accumule, sur la sculpture où on va aller, tiens, on rajoute Exactement. ça, on essaye ça, on met une lumière comme ça. Donc on a un peu ce plaisir-là de construire un truc, même sur logiciel, et je trouve que c'est assez chouette. Bah, je suis d'accord avec toi, tu vois, en fait, la créativité, c'est organique. Après, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui bosse en grading, aussi, il faut prendre en compte de si tu as des notes ou pas. Par exemple, si moi, je faisais du grading sur un projet, donc on me dit, bah voilà, fais le grading, on m'envoie le plan, j'essaye de garder quelque chose de très propre. Parce que si le plan me dit, ah bah voilà, ça au final, on aimerait bien que tu l'enlèves, ça, on aimerait bien que tu changes la couleur, en fait, il faut que je puisse le modifier très rapidement sans que ça cause trop de problèmes. Mm. Là, moi, je savais que j'étais le dernier lien de la chaîne, donc personne n'allait forcément donner trop de notes après, donc je pouvais faire les choses comme je le sentais. Ouais. Mais tu vois, un autre exemple, par exemple, ça, c'est ce qu'on récupère du compte, du coup, qui est cool, mais qui est un peu sombre, un peu plat. Du coup, moi, je suis mieux rajouter du rouge, le spectaculaire qui soit beaucoup plus présent. Enfin, tu vois, ça permet une lecture du plan qui soit vraiment différente. Et ce qui est particulier aussi, c'est que sur certains plans, on discerne même plus vraiment les traits de contour, alors qu'il y en a, quoi. Ouais, ouais, exactement. Par exemple, je sais qu'il y avait le plan avec où il tape sur le robot. Ouais, celui-ci, là. Celui-ci, en fait, quand on fait lecture, on voit quasiment plus les traits de contour parce que c'est assez sombre, etc., qu'il y a beaucoup Ouais. d'effets de couleur. Mais tu vois, par exemple, tu avais certains plans qui étaient un peu sombres, on vient rééclairer aussi pour que le visage soit beaucoup plus clair. En fait, c'est souvent du détail, mais c'est du détail qui a un gros impact. Aussi, il faut savoir que enfin, la personne qui va regarder la vidéo, il faut que ça soit simple pour elle. Il faut pas que le cerveau ait besoin de trop réfléchir à se dire, alors c'est quoi la forme que je suis en train de regarder? Mm. Il faut que ça soit lisible, qu'il y ait du contraste visuel pour qu'un visage se lise bien. Parce que si le visage est aussi clair que le sol, qui est aussi clair que le frigo qui est derrière, en fait, le cerveau, il a un peu de mal à lire. Ouais. Du coup, là, ce qui est important, c'est que c'est aussi ce qui a été fait sur ce plan-là, c'est que quand on regarde cette image, le point le plus clair, c'est le centre de l'image. C'est vraiment le visage. Ça veut dire que moi qui vais regarder la vidéo, tout de suite, mon œil va aller vers ce visage. Mhm. Alors que avant, tu vois, quand je regarde ça, certes, on a du contraste grâce aux yeux, mais il y a plein d'autres points lumineux. Tu vois, le sol est assez clair, la main assez claire, derrière, l'étagère, et ça, c'est assez clair. Donc, ça, il faut faire attention, quoi. Il faut que ça Mhm. reste lisible. Donc, voilà. Et Je- peut-être, dernier point sur ce clip-là, tu as dû faire aussi du montage son, du coup. Alors, au montage son, c'est vrai on l'a passé tout à l'heure. Du coup, il y avait une personne qui était en charge du son. Donc, dans le son, on a plusieurs choses. On a la musique, on a les voix, on a les sound effects, donc tout ce qui va être bruitage, etc. Et ensuite, on a le mix et le mastering. Mhm. Du coup, si on prend, je vais essayer de parler un peu de tout ça. Donc déjà, les voix, on a enregistré avec un acteur. Donc, c'était assez cool. On a fait une vidéo avec quelqu'un qui était aux États-Unis, en gros, moi, je le briefais sur les voix enregistrées. Donc, la personne, c'est lui qui fait les voix de Bulle, donc le caractère, donc qui faisait le voice-over, la voix off. Et en gros, on a fait cette vidéo, il enregistre les voix et après, il nous a envoyé les voix. À partir de ça, on a un rush et moi, j'ai sélectionné les morceaux de voix que je souhaitais pour le trailer. Donc ça, ce sont les voix. La musique, normalement, moi, j'avais fait la musique temporaire, mais les personnes de Brawl Stars aimaient bien la musique temporaire. Ils nous ont demandé de garder cette musique, mais de l'améliorer. Ok. Donc, moi, j'ai envoyé cette musique à la personne qui faisait le, le mix. Et en gros, lui, les violons, il les a rendus plus réalistes. Toutes les percussions, il les a rendus aussi plus réalistes. Et en gros, voilà, lui, il a amélioré cette piste son. Et t'as fait Ensuite, comment la musique? Tu l'as fait sur un logiciel en particulier ou quoi? Parce que j'en fais oui. aussi un petit peu, je suis curieux de savoir comment tu fais. Alors, je peux te montrer. Donc, moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Dorico. Je ne sais pas si tu connais. Ah non. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, en gros, il y a plusieurs types de logiciels. Donc, il y a ce qu'on appelle les DAW.
Mhm. Donc, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, les Do, ça permet de composer de la musique en MIDI. Ouais. Le problème, c'est que pour composer de la musique en MIDI, il faut savoir jouer de la musique, il faut savoir souvent jouer du clavier, etc. Parce qu'à la souris, le MIDI, c'est pas forcément pratique. Moi, personnellement, je ne sais pas jouer d'instrument. Par contre, je connais un petit peu de solfège et je connais, je suis capable de lire des notes, de mettre des indications, etc. Du coup, moi, j'utilise ce logiciel qui s'appelle Dorico, qui fonctionne comme un Do, je vais pouvoir te le montrer après. Mais en gros, c'est une partition. C'est une partition que tu édites. Donc là, je suis désolé pour ceux qui font de la musique, c'est assez crade. J'ai des quadruples fortes, ce qui n'existe pas forcément, mais en gros, moi, vu que j'ai des instruments virtuels, parfois, je suis obligé de leur mettre ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux mettre toutes tes indications musicales. Donc, à la souris, en gros, si je vais sur une ligne de violon, voilà, je peux mettre un Ré. Après, tu vois, tu peux vraiment venir mettre tes notes comme ça à la main. Si tu veux changer la durée de la note, pardon, tu peux le faire. Et en gros, ce violon 1, si je vais dans Play, lui, il est connecté à un VST, donc c'est un instrument virtuel. Et donc moi, j'utilise ce qu'on appelle Note Performer. Donc Note Performer, en gros, c'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des sons de violon, de l'orchestre symphonique. Et après, j'en utilise aussi beaucoup d'autres des VST. Parce que moi, je suis plus habitué à justement un truc comme ça, quoi, où c'est moi qui vais placer les notes, soit avec un petit clavier, soit à la souris. Mais tout ce qui est partition et tout, j'ai touché vite fait au solfège, au CP pour faire de la guitare, mais c'est très vite parti, quoi. Donc, j'ai vraiment pas le côté partition et tout. Ça m'intéresserait dans l'absolu d'apprendre un peu ça, mais c'est plus à l'oreille et je tente des trucs et c'est plus un peu comme ça que je fais, quoi. Bah, effectivement, moi, au tout début, je faisais comme ça. Mais en fait, c'est assez fastidieux, assez compliqué. Là, ce qui est cool, tu vois, par exemple, donc là, je l'ai pas forcément, mais souvent, la première version que je fais, c'est ce qu'on appelle un sketch, où je vais prendre un piano et juste sur le piano, je vais essayer de trouver la mélodie. Après, à partir de cette mélodie, je vais essayer de l'harmoniser, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et une fois que tu as ça, après, tu fais ton orchestration, où tu dis, bah, la mélodie, là, tu vas sur les violons, tu vas ensuite, je sais pas, sur un marimba, par exemple. Et en gros, ça te permet vraiment d'être organisé, de pouvoir modifier, retravailler l'harmonie. Et, et en fait, au début, donc, je mettais ça au clavier. Je me suis rendu compte que j'étais moins créatif parce que je n'étais pas un bon joueur de piano. Et du coup, je me suis vraiment mis au solfège. Je me suis mis à apprendre l'orchestration aussi, tout ça, pour pouvoir Donc, faire de la t'as musique. fait ça récemment alors, d'apprenti? Ouais, l'an dernier, je pense. Ouais. Ok. Ça fait 2 ans, je pense, que je fais ça, quand même. Du coup, Donc, on fait une partie musique, mais je trouve que c'est quand même intéressant. T'as appris ça carrément. comment? T'as suivi un cours en particulier? C'était avec quelqu'un? Enfin, Eh ben, je me suis. Alors, la musique, en fait, plein de choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. mhm. Ensuite, le solfège, je sais que j'ai des livres en français de solfège dans lesquels je travaille aussi. Attends, je vais pouvoir peut-être le montrer. J'ai une petite application où tu vois un peu tous les jours, c'est Solfarid, je sais pas si tu vois. Ouais. Donc, comment ça Et s'appelle? ensuite, Solfarid. Ok. ouais, je vais te le remontrer. Et en gros, c'est une application où tu vois, tu as les notes et en gros, en bas, tu as do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et en gros, ça te permet de pratiquer, quoi. Ça, j'en fais un peu tous les jours. Ok. Et ça Pareil. s'appelle Solfarid. Et ça, c'est Ça, c'est en français ou c'est avec les notes ABC ouais. c'est en français, mais tu as la Ok. possibilité de le changer. Ça veut dire que tu préfères ce qui est américain, ils mettent en notation américaine. Moi, je préfère Parce que solfège c'est là-dessus français. que moi je me dis, je vois beaucoup de tutoriels et tout, mais c'est plus en anglais, donc je me dis, attends, faut aussi que je me dise que ah, ça veut dire ça Ouais, et c'est tout. ça. T'as un peu ce côté galère. Ouais, franchement, c'est assez galère. Mais du coup, il y a plein de livres. On pourra en rediscuter si tu veux. Je pourrais en recommander certains. Après, Ouais, c'est vrai que tout ce qui est orchestration, etc., c'est souvent en anglais. bah, c'est ça en fait. Mais Donc il faut ouais, quand même avoir un peu les bases de savoir. Bon, après, c'est juste le nom des notes, quoi. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de choses, mais avoir le réflexe de comprendre ce que ça veut dire, ouais, c'est un c'est peu ça. compliqué. Et après, au final, il y a pas mal de choses quand même. Parce que tu vois, tu peux mettre des accents, tu peux prolonger la durée de la note en faisant une note pointée, si je me souviens bien. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses en anglais, en Mm. français. Tu peux faire du legato. Ensuite, tu vois, tu as toutes les articulations, pardon. Comme le pizzicato pour le violon, ou le staccato, staccatissimo, toutes ces choses-là qu'il faut aussi un petit peu apprendre.
Après là, moi, vu que je faisais l'animatique, que c'était un petit peu, je travaillais un peu à la Hooligan, on va pas se mentir. J'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas logiques d'un point de vue orchestration. Mais tu Mm. vois, par exemple, ici, quand j'ai les notes qui sont explosées, c'est que j'ai une partition avec des percussions. Donc, ça vient de s'ouvrir, donc je vais pouvoir te montrer. Donc, tu vois, j'utilise ce qu'on appelle Note Performer. Donc, dans le Note Performer, en fait, c'est un orchestre symphonique. Donc, ça sonne un petit peu cheap, on va pas se mentir, mais c'est hyper léger et c'est hyper pratique. Parce qu'il y a des orchestres symphoniques, tu vois, comme ceux de Spitfire, la BBC Symphony Orchestra, qui sont très chers. Après, c'est normal parce que c'est un gros travail, mais ils sont très lourds. Ça veut dire quand tu veux utiliser tout l'orchestre, il te faut 60 gigas de mémoire vive. Et ça, Ouais. notre performer, ça prend 2-3 gigas de mémoire vive, je crois. Donc, c'est hyper léger et c'est parfait quand tu veux composer très rapidement. Ah, parce que c'est ça Ensuite, qui m'intéresse aussi. À la fois, je fais de la musique un peu de fond, on va dire, pour ouais. les lives, les vidéos, histoire d'avoir un petit truc qui nous appartient, quoi. Et aussi pour mon court-métrage, ben, j'ai un peu des trucs en tête et j'aimerais bien les orchestrer de façon un peu basique, quitte à ensuite à aller avoir Ouais, des ouais. gens qui peuvent faire de la musique vraiment, quoi. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse, cet univers-là aussi. C'est vrai qu'il y a les personnes qui ont une grosse formation musicale, qui savent jouer du clavier, etc. Tu vois, ils jouent du violon, Mm. du violoncelle en temps réel, quoi. Ils font l'orchestration comme ça. Moi, je sais que je n'ai malheureusement ni cette expérience, ni ce talent. Du coup, je décompose vraiment je commence avec la mélodie au piano, je fais l'harmonisation, ensuite je fais l'orchestration. Une fois que j'ai fait mon orchestration, donc je suis content, je vais faire ce qu'on appelle un mock-up Mm. où je vais mettre des sons qui sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus beaux. Ça, je pourrais le montrer tout à l'heure si tu souhaites sur un autre petit projet où justement j'ai fait la musique finale aussi. Ok. Et je pourrais ouvrir, j'utilise Logic Pro, donc je pourrais montrer dans Logic Pro. La musique, c'est très complémentaire, puis c'est très satisfaisant. Tu vois, l'animation, c'est super long. Ça veut dire avant d'avoir un plan qui commence à bien bouger, que c'est joli, c'est fastidieux. Mm. Là, ce qui est super cool avec un logiciel, par exemple, comme Dorico, c'est que tu t'écris une ligne de mélodie, tu appuies sur play, tu as tout de suite de la musique, tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, veut ouais. dire qu'il y a quelque chose qui est un peu plus instantané qu'on ne retrouve pas forcément dans l'animation. Et c'est pour ça que la musique, c'est super chouette. Et puis, moi, je pense toujours il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne peut être que dans un métier ou faire Mm. qu'une seule chose. Et moi, c'est vrai que je suis curieux de tous les métiers, pas forcément artistiques, même scientifiques. Donc, je pense que c'est bien de varier sa palette, même si on l'utilise pas dans le milieu professionnel, même dans le divertissement, de pouvoir faire de la musique, c'est cool. Pouvoir faire, je sais pas, des maths pour sur 100 heures Ouais. dans le livre, c'est cool. Faire de la programmation, je sais pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu fasses un peu comme je le fais sur mes projets perso où voilà, je dois faire tout le montage, le machin, les Ouais, trucs, parce que bah, je suis tout seul. Et que toi, tu le fasses dans des gros projets, dans un studio avec un gros client, machin. Je me dis, ouais, je savais pas que c'était possible, en gros, de bah faire ça. après, Après, il c'est parce que c'est un peu faut. particulier, vous n'êtes pas beaucoup, Ouais, donc tu as pris toutes tes compétences possibles pour pouvoir aller vite. c'est ça. Mais je savais même pas qu'on te laisserait faire, entre guillemets, tu vois. Bah après, on laisse le choix, premièrement. Quand c'est une pub ou que c'est un petit projet, si c'était un gros projet, personne ferait ça parce que c'est pas possible. Oui, tu vas Mais pas là, faire de la compo voilà, sur un c'est long ça. métrage, ouais. Après, ce qu'il faut savoir pour Sun Creature, ils m'ont dit OK pour l'animatique, mais ils m'ont dit non pour la musique. Ouais. C'est-à-dire, ils m'ont dit non, on va prendre quelqu'un qui va composer la musique, donc non. Après, moi, quand j'ai fait l'animatique, le client nous disait, bah là, on aimerait bien que ça apparaisse sur une grosse percussion comme à la Hans Zimmer. Mm. Tu vois, c'était très spécifique les notes que j'avais. Et le compositeur musical, il était censé arriver À la fin, quoi. les 3 dernières semaines sur le projet. Mm. Du coup, bah, moi, j'ai composé quelque chose. Et à la fin, quand le compositeur musical est arrivé, moi, je lui ai donné le briefing. Il a fait plusieurs propositions de musique. Et les clients ont dit, bah, nous, en fait, on aime bien la version qu'il y avait dans l'animatique, quoi. Ok, donc Donc, en gros, ça il y a s'est pas eu une aussi un petit peu imposition. fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça a vraiment été ça, quoi. Après, je peux peut-être, comme ça, on peut résumer tout. Je Ok. peux montrer un autre petit trailer où on va revoir les mêmes étapes, mais normalement, ça va aller super rapidement, si Ok. jamais tu m'y autorises. Et si je Ouais, parle c'est bien comme trop, ça, tu me le dis. on a une petite partie projet perso à la fin, c'est cool. Oui. Donc, en gros, j'ai eu la chance de sortir un livre pour enfants qui s'appelle Fais attention à toi, Grenouillette, aux éditions Myria. Donc, en gros, c'est ça le livre. Donc, ça, il est déjà sorti. Mais il est Mhm. là, je peux le montrer. Tu vois, c'est assez sympa quand même. C'est Et vrai tu vas que voir c'est un truc pourquoi je parle qui est de ça. chouette aussi, parce que là, encore une fois, tu as
à la fois le côté dessin, t'as en plus le côté un peu mise en page, etc. Et c'est pas, ça reste pas pareil que de faire de l'anime, forcément. Et en plus de ça, Oui, t'as fait un clip, c'était un clip promotionnel, c'est ça? C'est une sorte de voilà, bande-annonce. c'est ça. Et en gros, à partir de ça, une fois qu'on a sorti le livre, pour pouvoir faire la publicité, on a fait, comme tu dis, un clip promotionnel. Donc ça, c'est à peu près, c'est le livre pour enfants. Oui, trop bien! Merci, papa! Je suis trop contente. Je me demande quelles aventures nous allons vivre dans ce livre. Les éditions Myria vous présentent Fais attention à toi, Grenouillette, disponible en librairie et en version audio narrative. Myria Édition, une myriade d'univers. Donc voilà, donc c'est un tout petit trailer. Le point Et ce qui est cool, c'est que je suis tombé dessus et je savais pas encore que c'était un livre, tu vois. Donc ça a vraiment ce Ah oui. côté, ah, l'anime, elle est cool. Et puis ensuite, tu comprends ce que c'est. Ah bon, c'est trop cool. Alors, voilà, l'idée c'est que ce soit très court et qu'on comprenne voilà, qu'il va y avoir le livre à la fin qui est vendu. Et puis en vérité, c'est aussi un prétexte juste pour faire de l'animation, tu vois. Ouais. Du coup, en gros, à partir de ça, donc j'ai discuté avec Myriam, ils m'ont dit bah, on va faire un petit trailer. Je leur ai dit bah, si ça vous dérange pas, j'essaye de le faire. Donc je m'étais fixé 1 mois pour pouvoir le faire. Donc à partir. Alors je vais baisser le son. Donc j'ai fait une petite animatique. On peut voir, c'est vraiment une bonhomme patate. Hein. Et au niveau des voix, t'avais déjà les voix def là, à ce moment-là ou tu les as rajoutées après? Non, effectivement, c'est un point intéressant, c'est que les voix temporaires, en fait, c'est ma conjointe Lucie qui les a faites. Mhm. Donc, on a enregistré des voix et à partir de ça, en fait, pour le livre, Myria Édition, ils ont une spécificité, c'est qu'il y a un livre audio, enfin une version audio narrative qui vient avec le livre. Ça veut dire qu'au début, on a un QR code qu'on peut scanner. Et en fait, il y avait Nathalie Holmes et Monsieur Leminou qui ont enregistré des voix, en gros, et ils racontent l'histoire. Et en gros, en fond, il y a de la musique et il y a des sound effects. Donc là, par exemple, sa petite grenouille, elle saute dans l'eau, il y a des bruits d'eau, etc. Donc ça, c'était hyper cool. Et ça aussi, moi, j'en ai fait la supervision. Donc c'était hyper chouette Ouais. d'enregistrer les voix et tout. En plus, c'est 2 grandes personnes qui ont enregistré les voix. Donc c'était agréable de bosser avec des professionnels. Et tout à la fin, je leur ai dit, bah, est-ce que je peux récupérer 2 minutes de votre temps, on enregistre des voix, comme ça, je pourrais les mettre sur le trailer. Et ils m'ont dit, oui, pas de problème. Du coup, à ce moment-là, on enregistrait les voix pour le trailer. Et en gros, donc moi, j'avais déjà fait l'animatique en amont. Là, effectivement, j'ai montré l'animatique finale. Mais si je reviens, en gros, ça, c'est le screenplay que je leur ai donné. Mhm. Donc, à Grenouillette, donc Nathalie Holmes, elle faisait... tu vois, on a des bum sur la musique. Donc, au début, elle fait... Donc ça, on lui mettait la musique dans l'oreille pour pouvoir qu'elle puisse chanter. Ensuite, merci papa, je suis trop contente. Et ensuite, ce papa grenouille qui était fait par Monsieur Minou, bah lui, il faisait aussi. Et ensuite, il changeait sa voix. Les éditions Myria vous présentent. Et en fait, c'est la même personne qui fait les 2 voix, tu vois. Ouais. Et eux, ils sont hyper talentueux parce qu'au tout début, quand on a commencé l'enregistrement audio, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux comme voix? Et du coup, ils m'ont dit, moi, j'avais plusieurs idées. Et en fait, ils te font la voix et ils changent complètement de voix, quoi. Ça veut dire que... C'est ce que j'avais entendu avec quelqu'un Ouais, qui disait que c'était tellement de la précision que tu dis, ah bah là, peut-être que les éditions, ils devraient être un peu plus montants, machin, et puis hop, ils te changent juste ce mot-là dans la phrase, Exactement. et c'est super modulable en fait, tellement ils sont balèzes. Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont un côté qui est modulable et ils ont aussi le côté création de voix. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment impressionnant, tu vois. Donc elle te parle normalement et puis tout d'un coup elle te dit, donc pour la petite grenouillette, j'avais plusieurs idées de voix. Elle te fait une voix, ensuite elle te fait une autre voix, t'as l'impression que c'est quelqu'un de différent qui parle. Ensuite elle te fait une autre voix, elle te dit, il y en a une qui te plaît là-dedans. Et c'est vraiment, la première fois où tu entends ça, ça fait bizarre parce que t'as l'impression que t'as plusieurs personnes. Et ensuite, pour la voix off, elle va prendre une voix très chaleureuse ou comme si c'était une vieille dame qui parlait. Et elle change complètement de voix. Et pareil pour Papa Grenouille et c'est la voix off à la fin qui lit les éditions Myria vous présente, tu vois, c'est la même voix et c'était totalement différent. Le Minou, il a fait Professeur Layton et Holmes, elle a travaillé sur le jeu vidéo Harry Potter, c'était elle qui faisait la voix du personnage. Et elle a travaillé aussi sur Titeuf et sur plein de séries, elle fait plein de choses. Donc, tu vois, En fait, souvent, les voix comme ça qui sont assez connues, c'est partout, quoi. Donc, il y a un petit monde qui a fait toutes les choses qu'on a vues.
Et j'imagine qu'il a fait plein de voix de pub aussi. Ça me dit Ouais, vraiment mec, quelque chose il de en la fait façon plein de de le dire et choses. tout ça. Mm. Et pareil, la personne qui gérait la session, qui faisait le mix, était hyper forte, quoi. Il te mettait la musique, 2 secondes après, il te sélectionnait une piste, il te la recombinait, il te les comparait. Il était extraordinaire, quoi. Franchement, c'était Ouais. un super moment à passer avec eux. Ils m'ont envoyé toutes les pistes audio. En gros, ce qui est cool, c'est que sur ce projet, j'ai composé la musique, j'ai fait les SFX et j'ai aussi fait le mix et le mastering. C'est vrai, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure. Ouais. En Bah, pour gros, résumer, le mix, c'est faire en sorte que les volumes soient correctement placés, etc., pour qu'il n'y ait rien qui soit trop au-dessus si c'est pas nécessaire et tout ça. Et ensuite, le mastering, c'est les effets finaux sur la piste pour vraiment rendre le tout plus propre et au bon volume. Je crois que c'est un ouais, peu ça. ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est que, en fait, le mix, c'est un peu, t'as plein de couleurs, c'est comment tu les mélanges ensemble pour effectivement qu'il n'y en ait pas une qui ressorte trop, une autre qui soit trop terne, etc. Donc, c'est vraiment comment on équilibre un peu tout. Et le mastering, c'est vraiment à la fin d'être sûr qu'il n'y ait pas trop de basses, d'être sûr que les aigus soient pas trop prononcés, Ouais. de voir si on peut améliorer le son. Et il y a ce qu'on appelle le loudness. En gros, il y a des normes. Par exemple, sur Deezer ou sur YouTube, il y a des normes où en gros, il faut pas que la moyenne du fichier audio dépasse, enfin, que la moyenne soit à moins 14 décibels, par exemple. Et il faut pas qu'on fasse des pics, c'est-à-dire qu'on soit dans le rouge, que ça soit trop fort, etc. Donc ça fait partie aussi du mastering où il faut que ça soit normalisé comme ça sort un peu. Oui, selon l'endroit où on va aller aussi. Donc j'ai quelques notions vite fait de ça, parce que forcément moi c'est que pour du YouTube, mais il y a beaucoup de tutoriels aussi pour apprendre à faire ces choses-là. Surtout que c'est des principes un peu généraux, quoi, donc ça peut se faire un peu dans n'importe quel logiciel et tout. Ouais, C'est plus de la compréhension des principes. Ouais, par exemple, j'ai ce petit logiciel qui s'appelle Insight. Tu vois, en gros, ça, ici, moi, quand je vais l'exporter, je fais attention à ce que ça soit à moins 14 décibels en moyenne. Ça, le true peak, c'est le point le plus fort du fichier audio. Donc, généralement, tu fais attention à ce que ça soit à moins 1 décibel. Parce que si tu es à 0 décibel, en fait, tu satures. Et le son, il est vraiment saturé. Il ne faut pas non plus que le son soit pas assez fort et trop fort. Parce que quelqu'un qui met ses écouteurs, si le son est pas fort, il va augmenter le son. Puis tout d'un coup, tu as une voix qui crie, ça lui arrache les oreilles. C'est le problème dans les films mal mixés où tu t'entends rien et puis d'un coup, explosion, machin, ouais. C'est ça. Et en gros, souvent, ce que tu fais, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des compresseurs, où on va essayer de rapprocher le son le plus fort et le son le moins fort pour avoir quelque chose qui soit à peu près dans une moyenne. Comme ça, quand c'est pas fort, on entend bien, et quand c'est très fort, on n'entend pas non plus trop fort, mais on comprend que c'est plus fort que le pas fort. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, C'est d'expliquer des principes. Et après, effectivement, le mixing. Donc, là, par exemple, on a le mixing, comme on peut voir, c'est il y a les voix, il y a les SFX, et ensuite il y a la musique. Le mix, c'est comment tout ça interagit ensemble. Ça veut dire que le mix va faire en sorte que la musique soit pas trop forte pour qu'on entende les voix. On va essayer aussi de faire en sorte que les sound effects, donc quand par exemple il y a le bruit du feu, que ça soit pas trop fort, mais qu'on comprenne que c'est là. On va aussi le placer dans le champ stéréo. Ça veut dire que si j'ai un personnage qui court à travers le plan comme ça, je vais pas mettre juste le son au milieu. Je vais faire en sorte qu'il passe de la droite vers la gauche, par exemple. Comme ça, l'audience a vraiment la sensation qu'il parcourt. Ça fait partie du mixing, malheureusement. Et donc toi, tu fais ton mixing son, etc. pour une bande-annonce dans Logic. Donc comment tu fais pour avoir en même temps la vidéo qui est synchro, etc. Eh ben, elle est ici, en fait, la vidéo, on peut l'importer. C'est-à-dire que là, si je descends, je vois que j'ai la vidéo. Et en gros, je vais pas sauvegarder, mais je vais essayer de te montrer vite fait. En gros, je prends un trailer comme ça, je le glisse ici. Ouais. Il me dit extraire la piste audio. Donc souvent, tu mets OK. Là, il va t'extraire la piste audio ici. Donc ça, tu la mutes. Et en gros, là, il t'ouvre une fenêtre où tu as ton petit film. Et en gros, ça me permet de faire le mix, de faire le mastering, et tu as toujours ta vidéo. Comme ça, tu es sûr que tu travailles avec le médium de la vidéo. D'accord, ok. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc c'est moi, ça va. Et voilà. Et du coup, à partir de ça, juste, malheureusement, on n'a pas le son, donc c'est un peu triste. Mais en gros, en haut, tu vois, j'ai coupé les morceaux de voix que je voulais récupérer pour le trailer. Donc là, on peut voir que, tu vois, j'ai fait des coupes. J'ai aussi, tu vois, par exemple, il y avait un début de phrase que j'aimais bien, une fin de phrase que j'aimais bien. J'ai essayé de les recombiner aussi pour créer des morceaux
unis. Donc, tu vois, par exemple, quand le personnage dit à la fin Myriad Édition, une myriade d'univers. Martial Leminou, quand il a fait la voix, il en a fait plusieurs des prises et j'ai essayé de les recombiner pour avoir la plus équilibrée possible. Donc, cette phrase n'existe pas forcément, c'est moi qui l'ai reconstituée. Ensuite, j'ai fait une piste avec des sound fixes aussi, que tu récupères sur Internet. Moi, j'ai un petit micro aussi, donc souvent, j'aime bien les faire. Donc, quand tu as quelqu'un qui marche, j'ai du parquet, donc je l'enregistre. Quand il y a de l'eau qui bouge, j'essaye de le faire moi, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle enfin, c'est pas trop le follet, mais en gros, j'essaye d'enregistrer mes propres sons. Et après, j'ai composé aussi la musique. Et le mix, tu mets tout ça et tu fais en sorte que tout soit bien équilibré. Et donc la musique, tu l'as faite avec les mêmes techniques que ce que tu as dit avant, en mettant les notes et Voilà, tout ça. c'est ça. Et en gros, je suis un peu déçu parce que si on n'a pas le son, je peux pas te montrer. Je voulais te montrer ce qu'on appelle le mock-up. Donc une fois, tu vois, que j'ai tout fait dans la partition, en fait, je vais exporter un fichier qu'on appelle XLM qui va exporter du MIDI. Donc MIDI, en fait, ce sont des notes, mais qui sont vues différemment dans un logiciel. Et qu'on peut modifier par la suite en les faisant se déplacer, monter, descendre, tout ça. Absolument, c'est ça. Ça, c'est ce que j'appelle le mock-up. Donc le mock-up, une fois que j'ai fait mon orchestration et que j'en suis content, je l'exporte et j'importe ce fichier XML dans Logic Pro. Et en fait, dans Logic Pro, j'ai ce qu'on appelle un template. Donc le template, on peut voir, j'ai les cuivres, j'ai des percussions. Et ça, c'est ce qu'il y a. Tu as utilisé les instruments qui sont par défaut, tu rajoutes des choses. Non, j'en ai acheté. C'est-à-dire, je me suis fait un peu mal. J'ai acheté justement BBC Symphony Orchestra, la version Pro. Ouais. Coûte une petite fortune. Mais en gros, tu as tout l'orchestre. C'est combien, petite fortune, que j'arrive à me repérer pour voir si... C'était 600 € hein, quand même. C'était facilement 600 €. Donc on va dire que c'est un investissement pour l'avenir. Ouais, après le point positif, c'est que moi j'utilise toutes les semaines depuis un moment. Ouais, c'est ça. Le projet que je fais, etc., je l'utilise et quand ça va sur différents logiciels, j'imagine, c'est compatible avec d'autres trucs. Oui, c'est du VST, donc la plupart des DAW, ils utilisent le système de VST et à partir de ça, je peux mettre dedans. En gros, tu vois, par exemple, là j'ai mes cordes, je vais juste faire play, j'espère que ce sera pas trop fort, c'est trop fort sur lui. Non, c'est même un peu bas, donc ça va. Donc ça, c'est la musique que j'ai faite. Et en gros, tu vois, par exemple, si j'isole juste les cordes, juste mes cordes, bon, ça après, tu connais, toi. Mais en gros, et ensuite, si maintenant je vais juste sur mon violon, donc là, par exemple, je pensais que j'avais utilisé BBC Symphony Orchestra, mais j'ai utilisé ça. Ah non, pardon, je confonds, c'est Spitfire Symphony Strings. Ok. Mais je le recommande pas, lui. Parce que plutôt, il faut BBC Symphony Orchestra. Parce qu'en fait, la difficulté avec les VST, c'est que ça peut très vite... ça dépend comment est-ce que ça a été enregistré et tout ça, mais ça peut donner un côté très artificiel. Ce que j'ai essayé, moi, c'est la liaison entre les notes, souvent, qui est bizarre, en fait. Ouais. Tu sens pas une fluidité. C'est le legato, quoi. C'est en fait... Je connais pas encore les termes, mais ouais. C'est ça qu'on cherche. En fait, quand tu passes, par exemple, au violon d'une note à une note sans les scinder, et c'est ce qu'on appelle le legato. Okay. Ou alors, tu as le slur aussi. La slur, c'est quand tu lis deux notes. Donc, tu fais do, ré. Ça, tu lis tes notes au lieu de faire do, ré. Ouais, c'est ça qui donne un côté très nul, très synthétique. C'est juste tu. Ouais. Et là, par exemple, je vais essayer de trouver un endroit. Donc, dans un do, pour faire un legato, mais alors je crois que j'en ai pas du tout ici. En gros, pour faire un legato, souvent, tu prends ta note MIDI et tu la fais glisser un tout petit peu comme ça. Et ça, ton VST va automatiquement reconnaître que tu es passé en legato. Okay. Mais là, dans le cas présent, par exemple, oui. Là, moi, j'utilise donc une articulation qui s'appelle le pizzicato. Donc, le pizzicato, c'est quand on pince la corde sur un violon ou sur une... Et en gros, ça donne ça. Il faut faire attention parce que le joueur, il pince la note. Il ne faut pas mettre des notes trop rapidement parce que sinon, il se fait en panique comme ça. Ouais. Et en gros, là, dans le morceau, j'avais mis... il y avait des pizzicato à toutes les cordes. Donc voilà. Et en gros, au bout d'un... On met la note, on fait en sorte que ça soit plus ou moins fort. J'aurais bien aimé trouver un morceau en legato. Je sais pas si non, à chaque fois, c'est des notes courtes.
Mais en gros, pour te montrer la différence, je vais juste isoler la flûte. La phrase est marrante en elle-même. T'entends C'est juste cool. isoler la flûte. C'est vrai. Et là, par contre, si je la mets en legato, Ouais. c'est ça, le legato où on connecte vraiment les notes, comparé à avant. Voilà. Après, je suis pas un expert, hein, mais du coup, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et en Bah là, gros, en fait, après, voilà, t'es la version évoluée de là où j'en suis, je pense. T'es la version de moi dans un an quand j'aurai appris des trucs de solfège et tout. oh, j'espère pas moins. Mais après, on peut en discuter avec plaisir. Moi, c'est vrai que c'est un peu la galère de récupérer les informations, mais je pourrais te montrer des choses avec grand plaisir. Je sais que Ouais. maintenant, je fonctionne plus trop comme ça. J'utilise BBC Symphony Orchestra. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les micros. En fait, le placement des micros fait aussi que ça sonne synthétique ou un peu plus réaliste. Après, on va pas se mentir, hein, tant que ça sera fait sur l'ordinateur, ça va sembler synthétique, tu vois. Mais si par contre, on peut, derrière une animation, tu vois, parfois ça peut passer, quoi. Mais parfois, il faut bien jouer avec les micros. Ouais. Et on pourra en discuter avec grand plaisir. Bah ouais, carrément. J'ai fait aussi 3 albums de musique, je pourrais te montrer si tu veux. Ah ouais, ok, je savais pas. J'avais fait un petit site, ça je pourrais te l'envoyer. C'est des Ouais. musiques que j'ai faites sur des vidéos. Ok. Donc ça, Encore, si ça te va, je laisse aussi cette partie-là, comme ça les gens peuvent voir. ouais, J'imagine après, que bon, c'est public, quoi. encore une fois, c'est pas mon métier, et puis c'est fait sur l'ordinateur. Donc il y a de nombreux moments où ça fait assez synthétique, mais en contrepartie, moi j'aime bien faire ça. Et puis je suis dans une phase d'apprentissage, et puis voilà, ça me fait plaisir de le faire, tu vois. Bah ouais, c'est trop cool. Et voilà. Et sinon, juste pour finir, du coup, sur le petit trailer, je sais que j'avais aussi fait un color script. Ouais. Comme ça me permet, tu vois, quand j'ai fait les ombres et que j'ai fait le clean, de savoir d'où venait la lumière. Et à la fin, ah oui, je voulais juste montrer aussi l'évolution d'un plan de storyboard et après d'animation. Ça, c'était le plan qui était extrait de du storyboard, du coup, d'animatique. Donc, Et là, d'ailleurs, t'es absolument tout seul sur oui, ce trailer. j'ai tout fait tout seul. J'ai pas tout fait tout seul, pardon. Il y a une chose, il y a ma conjointe Lucie qui est super gentille, qui m'aide à faire les couleurs. Ok. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je bosse aussi sur un court-métrage Beaubourg. Et toutes les couleurs, c'est elle qui les fait. Parce que moi, je suis très peu patient. Elle est très patiente. Et en vrai, ça m'aide vraiment énormément, quoi. Et on fait une fois, on a fait un comparatif, tu vois, elle va super vite et moi, je suis là en train, je fais avec le CGT. Le CTG, ouais, sur CGT, ouais. CGT, c'est autre chose, mais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je fais mes couleurs avec la CGT, c'est génial. Bon, et du coup, alors là, il y a le storyboard. Encore une fois, storyboard pas mal animé, hein, parce que Ouais. t'as mis pas mal de pauses et tout pour déjà choper un tempo et tout ça. C'est ça, ouais. Ensuite, je fais le rough. Donc, le rough, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, j'ai mon storyboard. Donc, je le mets avec une opacité faible. Et j'ai aussi mon layout. Alors, je sais pas toi si on le verra sur ton ordi, mais en gros, le layout que j'ai fait, c'est un peu une blague, mais ça me permet d'avoir la perspective et de savoir ce que je vais faire après. Et ensuite, le storyboard, voilà, ça bouge beaucoup, mais en gros, ça me donne l'indication de où doit être le personnage dans le plan. Ouais. Ensuite, du coup, je fais mon rough. Tac, tac. Donc ça, c'est le rough. On peut voir que je sépare les éléments. Par exemple, quand elle jette son sac, le sac, je sais que je vais le faire sur un autre layer. Ouais, pour qu'il s'y reste plus longtemps, etc. Tranquillement, Voilà. quoi. Aussi, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai un code couleur que j'utilise pour tout et que j'avais par exemple demandé à Sun Creature qu'on l'utilise pour les animations. En gros, c'est assez simple. Mon code couleur, c'est rouge, c'est une pause clé. Orange, c'est un breakdown. Vert, c'est une anticipation ou un overshoot. Et ensuite, je vais le montrer après quand je vais ouvrir une autre animation. Jaune, ça va être un in-between. Et ensuite, j'ai violet aussi quand il y a des pauses clés qui sont extrêmement importantes. Ok. Qui sont plus clés que clés, quoi. Ouais. C'est des surclés. Ensuite, là, j'ai mon clean, du coup. Donc, le clean, je récupère le breakdown. Et le breakdown, pardon. Je récupère l'animation et je clean. Le rough.
Et est-ce qu'il y a des étapes que tu as sautées parce que tu es seul dessus? Ou tu t'es, je sais pas, où tu peut-être pas été jusqu'à un tie-down et tout, tu t'es... Ouais, j'ai pas fait de tie-down, par exemple. Mm. Effectivement, c'est bien de le dire. C'est que, en gros, ça dépend des plans. De temps en temps, j'ai besoin d'un tie-down. Et de temps en temps, j'en ai pas besoin. Par exemple, là, le rough que j'avais fait, il me paraissait être suffisant pour pouvoir le cleaner. Ouais, Ouais. pour moi, je semblais avoir suffisamment d'informations et le caractère était au modèle. Le personnage était au modèle, donc je pense que j'avais pas besoin d'un tie-down. Le tie-down, c'est vraiment quand il faut mettre le personnage au modèle. Quand on a des poses, par exemple, on n'a pas dessiné les yeux, on n'a pas mis les lunettes, parce que souvent, quand on fait un rough, on ne va pas mettre les lunettes ou d'autres éléments qui sont accessoires. Par exemple, si j'avais un personnage, je sais pas, il a autour de sa ceinture plusieurs gourdes qui doivent réagir. Ça, souvent, on ne met pas forcément au rough. Oui. Mais par contre, au tie-down, on peut faire en sorte que tout ça soit là, soit au modèle, dans les bonnes proportions. Donc effectivement, bien noté, j'ai pas fait de tie-down pour cette animation. Donc voilà. Ensuite, Lucie a fait la couleur. Donc là, on peut voir. Donc j'ai aussi un code couleur pour tous les calques. Je vais laisser tout ça. Donc à chaque fois, Lucie, elle fait la couleur sur des calques orange. Donc moi, je lui donne une couleur rêve. Tu sais, tout à l'heure qu'on a parlé de hypercharge, Ouais. la superviseur animassiste donnait une ou deux images pour savoir où était l'ombre, quelles étaient les couleurs, etc. Moi, c'est ce que je lui fournis. Et après, elle fait toutes les couleurs sur tout le personnage en séparant tous les calques. Et là, il n'y a pas d'ombre d'ailleurs par rapport à... Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, parce que pendant qu'elle faisait les couleurs, moi, je faisais l'ombre. Ok. Donc là, par exemple, il y a juste les couleurs. Et ensuite, moi, j'étais en train de travailler. Donc, elle a fini la couleur avant que je finisse l'ombre. En gros, là, moi, voilà, ça, c'est mon calque avec l'ombre. Ouais. Donc les ombres, tu les fais en gris, c'est ça, et ensuite c'est juste en multiply, et puis Voilà, c'est ça. marche, quoi. Après, là, je l'ai fait en gris, mais souvent, je la mets en bleu. Tu sais, comme quand tout à l'heure, on a vu le pistolet, les ombres étaient en bleu, les spéculaires, enfin, les highlights, ou je sais pas trop comment on appelle ça, étaient en jaune. Et moi, quand je bosse pour moi, je fais les ombres en bleu et les spéculaires en rouge. Parce que le jaune, je trouve que ça n'a pas beaucoup de contraste, donc parfois, ça paraît bien ton spéculaire, et une fois que tu lui mets sa couleur, il y a plus de contraste et ça marche au moins mieux. Et il y a juste Et un truc voilà. peut-être pour finir que je me demande, vu qu'on a parlé pas mal de compositing, étalonnage et tout ça sur le clip précédent, est-ce qu'il y a une différence particulière ici? Est-ce que tu as fait un compositing peut-être moins poussé parce que tu fais les choses toi et que tu savais à l'avance que tu allais avoir besoin d'avoir et tout ça? Du coup, j'ai réussi à le récupérer, donc je vais pouvoir te le montrer. Donc moi, je fais mon compositing dans un logiciel qui s'appelle Fusion. En gros, parce que vu que je bosse parfois sur des projets en 4K pour des clients, moi j'ai la version professionnelle de DaVinci, la Studio. Et en gros, avec cette version, tu as Fusion, qui est un logiciel de compositing nodal qui est fourni avec. Donc là, il le sépare. C'est ça? Ouais, c'est Parce ça. que C'est un autre Fusion, il y a logiciel. un onglet Fusion dans C'est ça. DaVinci Mais lui-même. en fait, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas du tout la même chose, parce que tu n'as pas les mêmes nodes. Tout à l'heure, on a parlé de cette notion de node. Et parfois, la version Fusion dans DaVinci est super lourde. C'est un calvaire, quoi. Alors Je suis que vraiment ça, pas encore touché, j'ai juste été faire 2-3 masques pour des interviews, des trucs comme ça vite fait, mais Ouais. le côté compositing, j'ai pas encore touché. Parce Donc, que ça, ouais. du coup, Fusion, ça fait partie vraiment de mes logiciels préférés parce que c'est super léger. C'est hyper agréable de bosser dedans, quoi. Du coup, juste pour faire une petite présentation, on a notre plan au milieu. En bas, on a donc les nodes. Donc, c'est tout le système nodal qui se trouve ici. Et à droite, en fait, on va avoir tous les réglages. Donc, c'est assez simple. Ensuite, quand tu veux créer un node, tu appuies sur Shift Espace. Et en fait, tu as une petite fenêtre qui apparaît comme ça. Et tu mets, par exemple, si je veux mettre un merge, et hop, il te crée le node. Mais après, tu peux aussi les trouver ici, quoi. Tu as tout ce qui est node. Et en gros, donc ça, c'est le compositing que j'ai fait. Moi, j'ai pas montré tout à l'heure, mais en gros, ça, c'est le décor que j'ai peint. En gros, après, moi, j'ai exporté mon personnage et le décor. Sur une production, je pense qu'il y a personne qui bosse sur Fusion, les gens bossent plutôt sur After Effects, et ils vont séparer la ligne de la couleur, des ombres, etc. Moi, j'essaye d'exporter tout le personnage de TV Paint. Ça veut dire que j'exporte le personnage aplati, c'est juste une image, quoi.
Je vais peut-être pouvoir te le montrer. Voilà, moi j'exporte ça de TV Paint. Donc tu simplifies, on va dire, la façon de faire. Ouais, j'essaie vraiment que ça soit super léger. Ensuite, donc tout en bas, j'ai l'ensemble de ma compositing. C'est ce que j'ai la barre de zoom. En gros, tout en haut, je vais avoir le foreground, donc ce qu'il y a devant dans le décor. Je vais lui mettre des effets qui sont très simples. Déjà, je vais lui mettre un petit mouvement. Donc là, on a un node de transform qui va permettre d'animer de gauche à droite le décor. Donc c'est vraiment très léger, mais ça va permettre de donner de la parallaxe. Ensuite, j'ai un node de flou. Là, on peut voir qu'il est flouté. Et le node de flou, en fait, il est animé. Ça veut dire que quand le personnage rentre dans le plan, c'est flou. Et quand elle va regarder le livre, on a ce qu'on appelle un défocus. Ça veut dire qu'on change le point de focus et ça devient net. Et ça, c'est un truc aussi où on peut. J'avais vu ça pour des effets spéciaux plutôt pour faire quelque chose de très réaliste, où tu rajoutes un léger flou. Pas autant que ça, parce que là, c'est vraiment un effet de cinéma, mais un très très léger flou. Et comme ça te brouille un peu les lignes. Et t'as un peu moins ce côté, que ce soit même en 2D. Ouais, Ça harmonise un peu le tout, parce que c'est légèrement pas très net non plus. ouais, ça fait un peu trop synthétique. Bah, souvent, une bonne technique, c'est qu'on peut mettre certains flous de surface ou des flous comme ça. Et après, tu viens rajouter du grain de pellicule par-dessus. Ouais. Si tu mets un flou, en fait, ça va toujours sentir être digital. Mais après, quand tu rajoutes ton grain, ça sera un côté où c'est un peu comme si ta caméra, tu vois, le point focal n'était pas forcément au bon endroit. Et ça va tout uniformiser. Même pour la 2D, ça sert vachement, c'est pas forcément pour le côté. Ouais, absolument. Du coup, après, moi, j'avais mis un effet au-dessus. Ensuite, là, j'ai mon personnage. Sur le personnage, j'ai juste mis des petites modifications de couleur. Ouais. Donc, tu vois, je vais rajouter un petit peu de contraste et un tout petit peu de saturation. Et je l'ai déplacé dans le champ. C'est-à-dire, je n'étais pas forcément content de là où il était tout à la fin dans le plan. Du coup, je lui ai mis juste un petit note de transform où à la fin, il est un peu plus au centre. Mhm. Ensuite, je vais rajouter le décor. Sur le décor, du coup, ça, c'est mon décor normal. Je viens mettre les ombres portées dessus. Et ensuite, je viens rajouter des particules. Je vais dire des pellicules. C'est pas ça. Bah, un peu la même chose. Et en gros, il y a des nodes de particules dans Damascene, dans Fusion, pardon. Et en gros, tu peux animer ces particules. Donc là, en gros, j'ai créé des particules, je leur ai demandé qu'elles soient rondes, qu'elles soient un peu floues, qu'il n'y en ait pas trop. Et en gros, elles ont un node de turbulence qui va les faire bouger un peu dans le plan. Et c'est là que ça aide vachement d'avoir ce genre d'outil et de pas le faire à la main. Bah ouais. On pourrait avoir l'impression que c'est fait à la main, mais non. C'est ça. Et puis surtout, je sais pas, là, je pense qu'on voit un petit peu, tu vois, elle bouge les particules. Surtout, ça, dans After Effects, de mes souvenirs, quand je bossais dessus, c'était vraiment assez lourd, quoi. Et ce qui est super bien avec Fusion, c'est que pour ceux qui bossent sur After Effects, quand tu fais un export, tu dois poser ton après-midi. Alors que là, dans Fusion, tu mets un plan comme ça, je le rends en 2 minutes, quoi. C'est vraiment du gâteau. Et ensuite, j'ai juste mis un petit flou pour que ça passe un peu plus cinématique. Et ça, encore une fois, on peut le voir ici, il est animé. Ça veut dire qu'on commence le plan, le décor est net, et quand la petite fille est dans l'écran, le décor est flou. Et voilà. Et tout ça, je le combine pour que ça ressemble à ça. Et là, je sais que les nodes, ça peut faire un peu peur et tout, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment super technique. Une fois qu'on a touché un petit peu, on comprend, voilà, c'est juste des choses qui s'accumulent, qui se lient les unes aux autres. Et là encore, les nodes ont l'air assez simples, alors que des nodes, genre dans Blender pour des shaders et tout, tu dois te mettre soit sur je sais pas, soit sur la surface, soit sur le machin, soit sur le bump. C'est beaucoup plus compliqué, alors que là, j'ai l'impression que c'est plus évident, c'est juste tu le clips sur un autre truc et il n'y a pas plus de complexité, quoi. En fait, c'est vraiment, c'est juste une façon de visualiser les choses qui est différente. Mais par contre, les personnes qui font Photoshop, par exemple, parfois ils mettent des teintes de saturation. Et bah là, au lieu de le mettre au-dessus, même ceux qui bossent dans After Effects, souvent tu mets les effets au-dessus, bah au lieu de le mettre au-dessus, t'as un node. C'est-à-dire que là, moi, si je veux changer la teinte de cet élément, je mets là, ça s'appelle Color Corrector. Je vais changer la hue. C'est la même chose. Et par contre, une des choses importantes à savoir, c'est qu'on merge les éléments entre eux, quoi. C'est que si j'ai un dessin A et un dessin B, donc j'ai mon décor et j'ai mon personnage, je vais mettre ce qu'on appelle un node de merge pour qu'ils soient combinés. Mais après, toi, t'en fais du coup du nodal, tu connais bien.
un petit peu ouais, dans Blender pour du shader, mais je suis encore un peu dans Ouais, le début, quoi. c'est vrai que il faut y mettre un peu les mains dedans. Mais par exemple, Ouais. juste pour résumer ce que j'ai dit, là, par exemple, j'ai mon décor. Là, j'ai mon foreground. Et ben, en gros, pour pouvoir que les deux soient combinés, je vais mettre un node de merge. Donc, je vais prendre mon petit point et je vais le mettre dessus. Et ce node de merge va me combiner les deux images. Mm. Et après, ce qui est cool, c'est qu'admettons, je veux que mon foreground soit beaucoup plus sombre. Je vais mettre un color corrector. Bon, là, je vais le faire, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais enlever de la brightness. Ouais. Donc, en fait, c'est hyper bien parce que c'est très léger. Et puis, vu que c'est fait pour des séquences d'images, après, je vais mettre un flou. Par exemple, pour le décor au fond, je vais l'exagérer comme ça, on voit bien. Et après, tu vois, j'appuie sur lecture et ça va me lire toute ma séquence d'images, mais en temps réel. C'est vraiment, c'est hyper agréable. Voilà. Et donc ça, c'était pour le compositing. Et ensuite, je crois que j'ai fait un tout petit peu de color grading. On en a parlé tout à l'heure. Et après, je finirai là-dessus, du coup. Donc, par exemple, ça, c'est l'image que j'avais récupérée quand je l'ai sortie du compositing. Je la trouvais un petit peu verdâtre et désaturée. Je trouvais que les couleurs n'étaient pas jolies. Du coup, j'ai fait un peu de compositing pour essayer d'enlever le vert et rajouter un peu plus de jaune. Mm. Et en gros, tout ça, je l'ai fait dans DaVinci Resolve. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du vignettage, j'ai rajouté du grain. On ne le verra pas forcément. Et j'ai aussi mis un coup de niveau. Tu vois, par exemple, là, le coup de niveau, il m'enlève tous les verts et il me les change avec du orange. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Donc il peut y avoir des choses très voyantes comme des choses vraiment très subtiles et surtout Ouais. bah, on corrige ou en tout cas on améliore des choses. Au départ on a fait le décor, on s'est dit ok ça rend bien, c'est cool. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il y a des trucs à changer quoi. C'est ça. Tu vois, par exemple, ça, quand je l'ai exporté du compositing, c'était très sombre, c'était gris. Là aussi, c'était pas très joli. Et j'ai fait un petit coup de color grading et c'était beaucoup plus chaleureux et débouché. Ouais. Là, je pense que j'ai la même chose. Je crois que, tu vois, c'était très froid derrière. J'ai rajouté un peu de chaleur pour que ça se connecte bien avec le plan juste avant. Et c'est ça aussi l'avantage de tout faire dans le même logiciel, en l'occurrence ici, c'est que ben on fait le montage, ensuite on peut aller faire un coup d'étalonnage, on peut repartir dans le montage dans l'autre onglet si jamais on veut. Et c'est un des gros avantages de ce logiciel-là, quoi. Absolument. Et là, pareil, tu vois, c'était en fait le color grading, c'est tu modifies les couleurs pour que tout soit connecté et cohérent, puis aussi, bien sûr, que ça soit joli et lisible. Ouais. Et voilà. À chaque fois, on parle pas longtemps. Hein. On parle de toutes Ah ouais, petites en fait, choses. on sait qu'on parle longtemps. La question, c'est Ouais, combien de choses combien de projets on va pouvoir évoquer. C'est plus ça. Donc voilà, on a regardé beaucoup de choses sur finalement 2 projets. On pensait en voir plus, comme on l'a dit un petit peu. On va faire d'autres vidéos dans les mois qui viennent et tout ça pour discuter d'autres trucs. On peut même faire des vidéos sur la musique et tout. Il y a vraiment de quoi faire. Donc on espère que ça a parlé à ceux et celles qui regardent. Et puis comme d'hab, je pense que s'il y a des questions spécifiques ou quoi, bah, on est en commentaire s'il y a besoin, quoi. Mais là, à mon avis, on a couvert vraiment beaucoup de choses, même un peu technique avec l'étalonnage. Je m'attendais pas à rentrer autant dans la technique pour le coup, mais c'est cool. Ouais, je pense que c'est assez cool parce qu'on a vraiment commencé de l'idée, où on va même commencer avec un storyboard. Donc, là, on n'avait pas de scénario dans le cas présent, donc on commence au storyboard jusqu'à exporter l'élément quoi, avec du color grading, où c'est vraiment les dernières touches où on finalise le projet. Après, en tant que chose à savoir, c'est que ça se passe pas forcément comme ça sur toutes les productions. Ça varie vraiment d'une production. Les réalisateurs ne doivent pas forcément connaître le grading, faire de la musique, etc. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ne dessinent pas, qui ne connaissent pas tout, mais qui sont capables de communiquer avec des équipes et d'obtenir grâce à un échange le meilleur des résultats. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand on arrive et qu'on est réalisateur, souvent on bosse avec des superviseurs qui, eux, sont des spécialistes dans leur domaine et qui sont souvent hyper forts dans leur domaine. Du coup, on peut leur faire confiance, on peut communiquer. Le réalisateur, c'est plus un liant entre tous les domaines. Et puis, une vision aussi, une sensibilité. Et voilà, après, tout le monde est différent, tout le monde peut faire différemment. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien mettre les mains un peu partout, ce qui peut parfois poser problème pour la production et les artistes, mais je trouve ça hyper satisfaisant et je sais que toi aussi t'aimes bien toucher à tout, donc je
trouve ça très cool. Bah, c'est ça, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans des studios, des choses comme ça, donc je sais pas trop comment ça se passerait. Mais c'est vrai que pour tout ce que je fais, j'essaie d'avoir au moins une connaissance sur un peu tous les domaines pour pouvoir ne serait-ce que comprendre et ensuite bien déléguer. Bon, après, le problème, on va dire, c'est que de mon côté, je peux pas déléguer parce qu'on est vraiment tout petit, une toute petite équipe. Donc c'est aussi, je pense que tu as eu ça peut-être au début aussi, peut-être forcé à tout faire. Parce que Si on peut forcément, faire c'est des des projets choses, perso, des trucs comme ça, quoi. c'est ça. Et en plus, tu as le côté faire de la BD, des livres, où là, bah, c'est forcément tout seul ou presque. Ouais. Donc ça, on en parlera dans encore autre chose. Donc je pense qu'on a Ouais. encore de quoi faire Avec plaisir, ouais, sur la le 3D manga, comme les on voulait le enfants. montrer, sur les livres, sur la musique. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Bon, bah, Tom, en tout cas, merci de m'avoir invité. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Ah ouais, t'inquiète pas, je pense que ça va passionner tout le monde. Bon, bah, Et j'espère bon. vraiment.